Salut les crinqués, on les voit, on leur parle. Ils sont nos amis, nos parents, nos collègues de travail, notre conjoint peut-être. Et ils ne sont pas qui nous croyons qu'ils sont. Ils ont une mission à accomplir. Pour l'épisode 76, nous parlons agents secrets. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Pour l'épisode 76, Red the Gamer n'est pas là, donc je me pose la question suivante et je pense qu'on se la pose tous et toutes. Est-il un agent secret? Ouais, moi je pense que sa couverture ce soir aurait tombé, fait que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ah, Il est peut-être. parti en mission. Peut-être. Ouais, mais un agent secret, on n'est pas capable de lui tirer les verres du nez. Non. Donc, s'il y en était un, on l'aurait peut-être pas su plus. Non, même si on l'aurait torturé, il n'aurait pas craqué. Salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix. Bonsoir. Et moi, je suis Bureau Sylvain Bureau, The Animator. Nous allons parler ce soir d'agents secrets parce que c'est un thème de la culture populaire. On prend ce thème-là, on essaie de vous en faire découvrir l'étendue. Puis bien souvent, on se le fait découvrir à nous autres mêmes aussi parce que à toutes les fois, on pense que c'est peut-être pas un gros sujet, puis ça en est tout un. En tout cas, pour ce qui est des agents secrets, là, il y en a-tu partout des agents secrets? Il y en a partout. Il y en a qu'on... Évidemment, des agents secrets, on n'est pas censé connaître ça, mais il y en a un Moses de paquet qu'on connaît. Oh oui. Ouais. Est-ce que espion et agent secret, c'est la même chose? Moi je pense que oui. Ouais. Je pense Oui. que c'est Je synonyme. pense que les gens qui sont comme accusés d'espionnage, c'était en fait des agents secrets. OK. Il y a beaucoup de trucs comme les agences de contre-espionnage que eux, justement, ils vont essayer de déceler les agents secrets ennemis dans leur pays, essayer de les retrouver ou non de les accuser. Des fois, c'est des gens qui appartiennent à la patrie puis qui veulent... Il est recruté quelquefois aussi. Oui, pour en faire des Les agents doubles. des agents OK. triples. Donc, le contre-espionnage, c'est de l'espionnage d'espion. C'est ça. Exactement. OK. Comme la police de la police. Oui. OK. D'ailleurs, dans la littérature, t'as pas de littérature agent secret. OK. La Mais catégorie, pourtant, c'est ça de la devrait. littérature espionnage. La littérature ok. d'espionnage. Ah, ok. Ça, c'est le grand thème là, générique qui englobe là, tout, là, les agents secrets, l'espionnage, le contre-espionnage. Oui, parce qu'il y a différents types d'espions. Il y a Oui. pas, peut-être qu'on pourrait dire que les espions... un espion n'est pas nécessairement un agent secret, mais un agent secret est un espion. Peut-être Oui. qu'on pourrait voir Ok. ça de même. OK. Ouais, parce que t'as des espions qui sont pas de terrain. Là. Je veux dire, si on prend Jack Ryan, par exemple, c'est pas c'est un espion, c'est un agent secret, mais c'est pas quelqu'un qui est comme James Bond, par exemple, qui est terrain, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est au niveau des analyses, au niveau des... Snowden, par exemple, était Oui. un espion. Oui. C'était un espion qui était au niveau des analyses. Alors, c'est pas un agent sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui va faire ce que James Bond va faire. Mais ça risque que c'est un espion. OK. On va parler des espions qui nous ont inspirés ou qu'on a découvert à travers nos recherches. Ouais. Puis après ça, on essaiera de comprendre un peu l'engouement qu'on peut avoir envers ces espions-là. Imaginatrix, toi, Ouais. agent secret, ça t'inspire quoi? Ça Ben, t'inspire qui? Moi, agent secret, ça m'inspire plein de trucs. Puis souvent, on écoute que ce soit des James Bond ou des Missions Impossibles. Tu te dis, c'est tellement des plans de fous qui se passent là-dedans que tu peux pas t'imaginer que ça pourrait ressembler à la réalité. OK. Mais étrangement, c'est beaucoup inspiré de la réalité, de des vraies histoires d'agents secrets qu'on a su, qui ont été mises au jour. Puis ces films-là sont inspirés de ça, sont évidemment un peu romancés, mais ça reste qu'il y a quand même des choses qui se sont passées dans la vraie vie qu'on aurait du mal à y croire. Ça a l'air tout droit tiré d'un scénario de Mission Impossible, par exemple, OK. ou quelque chose de ça. Fait que, juste pour donner comme exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, en Angleterre, il y a un ancien espion russe qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement Oui. avec sa fille. Puis heureusement, ils ont survécu à ça. Puis
ça a pas été prouvé que c'était le gouvernement russe, mais dans l'enquête a suggéré que c'était fortement probable que le Kremlin avait commandé cet attentat-là, parce que c'était un agent qui s'appelait Sergei Skripal. Et il était agent à l'époque pour la Russie et il était agent double pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni en fait. Puis c'est ça, il y avait des différends un peu avec M. Poutine et il s'est fait commander un assassinat carrément. Ils ont mis du poison dans sa nourriture, puis sa fille en a été victime aussi. Et heureusement, ils s'en ont sorti. Maintenant, le monsieur, il est caché, il est sous protection, puis il est plus trouvable. Mais quand c'est arrivé l'année dernière, je me rappelle qu'il avait passé à la télé un reportage sur un autre ancien agent russe à qui ce genre d'empoisonnement-là était arrivé en Angleterre. Et il s'appelait Alexandre Levinenko. C'était un ancien agent du KGB et ensuite du FSB. Et lui, c'est arrivé en 2006. Il a été empoisonné à Londres par un ingrédient qui s'appelait du polonium. C'était un ingrédient qui était extrêmement radioactif. Mm-hmm. Et ils l'ont su parce que, dans le fond, ils en ont trouvé dans la théière dans laquelle on lui a servi du thé. Et cet homme-là, ça a été extrêmement malheureux parce qu'il est tombé malade. Il y a eu comme un peu pas un cancer, mais comme quelqu'un qui fait des traitements pour le cancer. Il a perdu tous ses cheveux, ses organes à l'intérieur, ils ont commencé à se désintégrer. Puis il est décédé au bout de quelques semaines à souffrir énormément de ça. Et ça, c'est de la réalité. Et ça, là, c'est de la réalité, puis c'est ce que je vous dis. Puis le gars, avant de mourir, il a écrit une lettre pour dire que, tu sais, qu'il savait que c'était le Kremlin qui avait commandé son assassinat. Il s'en doutait que ça allait venir éventuellement, parce que c'est ça, lui, il avait comme un peu renié sa patrie, puis il se sauvait, il était un peu en déroute. Fait que c'est ça s'est passé dans la réalité. C'est ça, parce qu'un produit radioactif, là, ça peut pas être une erreur de cuisine. Puis c'est ça, un produit radioactif, il y a tellement une image en arrière de ça qui est reliée à la puissance russe, du nucléaire, puis tout ça. C'est vraiment un message extrêmement clair qui a été envoyé en faisant cet assassinat-là. Fait que moi, ça me fait un peu peur, tous les trucs d'espionnage russe, là. Puis on n'est plus dans la guerre froide, j'ai même pas connu ça, la guerre froide, mais ça reste qu'il y a encore une menace qui plane au-dessus des gens, puis on sait jamais sur qui ça peut tomber. Des fois, il peut y avoir des dommages collatéraux ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que c'était la première chose que je pense quand on parle d'espionnage. Ensuite de ça, une autre espionne qui a vraiment existé, qui me vient en tête, elle s'appelait Mata Hari. Oui. Et vous la connaissez certainement parce qu'elle a beaucoup influencé autant des auteurs que dans des films. C'était une Néerlandaise et c'était une prostituée qui était aussi danseuse. Plus tard, elle est devenue danseuse exotique. Et elle dansait carrément, ou elle se prostituait pour avoir des faveurs, pour avoir de l'argent, pour avoir des beaux vêtements, des beaux atours. Elle était extrêmement belle, la femme. Et c'est un moyen d'avoir des secrets. Et c'est un excellent moyen d'avoir des secrets. Et en plus, vu qu'elle venait des Pays-Bas, les Pays-Bas, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un pays qui est resté neutre. Et elle avait le droit de passer les frontières facilement grâce à sa nationalité. OK. Fait que les services secrets français lui ont demandé d'aller espionner en Allemagne. Fait qu'elle s'est rendue d'abord en Espagne pour éviter les zones de combat, tout ça. Elle s'est rendue d'abord en Espagne. Et à Madrid, elle a commencé à essayer de courtiser des officiers allemands qui étaient là-bas. Et elle s'est fait passer pour une agente qui opérait sur le nom. Puis là... tu vas probablement pouvoir m'expliquer c'est quoi, qui œuvrait sous le nom de code H-21. Tu t'as dit ça tantôt avant qu'on commence. Ouais, mais ça, H-20, tantôt, c'était le compte à rebours. C'était l'heure, ouais. C'était un compte à rebours, mais H-21, je peux pas t'expliquer. Je peux pas t'expliquer, mais c'est les codes d'agents secrets. Mais bref, pour les Allemands, pour savoir si elle était vraiment de leur camp, de leur côté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un message à Berlin
un message codé pour donner des informations à propos de cette espionne-là, puis ils ont donné assez d'informations pour qu'on soit capable de l'identifier. Mais c'était un code qu'ils savaient pertinemment que les Français possédaient. OK. Fait qu'ils se sont dit, si elle est pour les Français, ben ils vont intercepter le message, ils vont dire qu'elle travaille pour nous autres, puis elle va être dans Chenoute. Fait que les soupçons sur elle ont commencé à lever comme ça. Et puis, quand elle est revenue en France, ben là, elle a été perquisitionnée. Ils ont trouvé des preuves accablantes, comme de quoi qu'elle avait travaillé avec les Allemands. Preuves qui ont peut-être été mises là. Qui ont peut-être ou pas, on sait pas, on sait vraiment pas le fin mot de l'histoire parce que c'est ça. Elle a été accusée après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été condamnée au peloton d'exécution. C'était une femme qui était fière, qui était digne. Fait que quand elle a été menée à son exécution, elle a refusé d'être attachée contre le pilotis. Elle s'est elle-même adossée contre le pilotis. Elle était toute belle, bien habillée avec une grande robe de soirée, des fourrures. Et puis, elle a envoyé un dernier baiser au soldat qui allait l'attirer. Et puis, c'est comme ça qu'elle est décédée. Elle a été exécutée au peloton d'exécution. Puis c'est ça, c'est que ensuite, suite à son exécution, l'Allemagne a nié toute implication avec elle. On dit non, cette femme-là, elle n'a jamais collaboré avec nous. Mais 10 ans plus tard, au début des années 30, il y a des officiers, des agents allemands qui ont dit cette femme-là, elle a tellement apporté pour l'Allemagne, puis c'est parce qu'elle a été à une de nos meilleures écoles d'information. OK. Fait qu'il y a ils ont comme laissé planer un doute là-dessus, ils se sont contredits, puis si ça vous intéresse, là, les histoires d'espionnes comme ça, là, pendant la... c'était la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Albert Camus, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce livre-là de Jean Charbonneau, Camus doit mourir, il y a une espionne qui s'appelle Ève et qui travaille pour la Résistance. Et dans le fond, l'intrigue, c'est qu'il y a un milicien qui s'est mis dans la tête, il veut tuer Albert Camus. Et puis, l'espionne Ève, elle est chargée de mettre Camus en protection et de le surveiller. Et puis, quand elle dit que quand elle n'est pas avec lui, elle lui raconte qu'elle séduit des officiers allemands pour les amener chez elle et les tuer. Et puis, elle a aussi une librairie dans laquelle elle ne peut vendre que des œuvres approuvées par les Allemands, mais en arrière-boutique, elle vend des livres interdits, elle vend de la contrebande, de l'alcool, tout ça pour financer la résistance. C'est un très bon livre qui nous plonge dans les derniers jours de l'occupation allemande à Paris. Puis, mais ça, est-ce que c'est une fiction dans la réalité? C'est une fiction dans la réalité. On s'entend pour dire que... le cadre est réel. Oui, Albert Camus n'a probablement jamais fréquenté d'espionne. Puis ce qui est très malheureux, c'est que quand les Américains s'en venaient, ben là, les Allemands sont tous partis, puis les Français, tout d'un coup, ceux-là qui n'étaient pas sortis pour se battre, sont sortis pour se battre, puis se sont mis à accuser tout plein de monde. Toi, je t'ai vu avec un Allemand, puis à faire du lynchage. Puis, justement, ces femmes-là qui courtisaient les Allemands se sont carrément fait lyncher. Puis, c'est ce qui arrive à Ève à la fin. C'est que les gens se sont mis à dire « Toi, je t'ai eu avec des Allemands. » Puis, elle a essayé de leur dire « Moi, j'étais avec les Allemands, c'était pour les tuer. Puis, j'étais dans la résistance. » Puis, elle s'est fait battre. Puis, ça finit comme ça, son histoire. C'est super triste. Mais c'était une réalité de la fin de la guerre. Là. C'était qu'on cherchait des coupables à tout prix. Puis, après tant d'années d'occupation, on voulait un peu comme vider le trop-plein, là. Fait que je te dirais que moi, c'est un peu ça, espionnage, là, les premiers trucs qui me sont venus en tête, là. Ben, tu parles d'espions réels ou d'espionnes. Moi, ça fait pas très longtemps, ou peut-être que c'est sorti il y a pas très longtemps, c'est Audrey Hepburn. Ah ouais? L'actrice qui a un passé d'espionne. Ah, je savais pas. Ouais, je pense que c'est dévoilé dans un livre et je pense que ça pourrait facilement faire l'objet d'un film. Là, déjà, en partant, c'est une icône. Puis elle avait le beau jeu, elle pouvait se promener n'importe où, dû à son statut. Elle avait la possibilité d'être recrutée par n'importe qui. Là. C'est ça. Je pense que c'était pendant la Seconde Guerre. Ouais. J'ai l'impression que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu beaucoup d'artistes qui étaient peut-être espions
sans le savoir, puis qu'on le sait pas. Et qu'on ouais. le saura peut-être jamais. Puis il y avait de la manipulation aussi. Il y avait, il y avait des gens qui étaient un peu agents secrets malgré eux. OK, ouais. Qui se faisaient manipuler. C'est ça, il y avait un vrai agent secret qui travaillait dans le background, dans le décor. Un effet de levier. Là. C'est ça. Si tu nous fournis pas des informations, on va sortir des photos compromettantes de toi et ton amant. Mon cher Elvis, tu donnes un spectacle à un tel ce soir, demande-y donc telle affaire. Et ça pourrait être effectivement... On sait jamais. Et on le saura peut-être jamais, comme tu le disais. C'est sûr qu'on le saura pas. Toi, Paperman, des espions, t'en as une liste? Écoute, j'en ai... j'ai pas eu de recherche à faire en tant que telle, là, à part pour les dates et des affaires comme ça que je dirais pas, là, mais il y en a énormément. Les romans d'espionnage, ça pleut. Et puis ça couvre toutes les périodes historiques. Okay. Tant la première, la deuxième, la troisième, même la troisième guerre mondiale, dans certains cas, parce qu'en Blake et Mortimer, il y a une troisième guerre mondiale. Alors c'est de l'anticipation, mais c'est de l'espionnage aussi. Ben, tu parles de toutes les époques. Les agents secrets, ça date de quand? Ça date de toujours. Ça date de toujours, mais le premier roman d'agents secrets qui est répertorié, c'est en 1821. Okay. C'est James Fenimore, James Fenimore Cooper, le même qui a écrit le dernier des Mohicans, qui a sorti vraiment un roman qui s'appelait The Spy, et ça nous parlait d'un espion qui était pendant la guerre de sécession. Alors, la guerre d'indépendance, d'indépendance américaine. Je pense qu'il y a une série IMC qui s'appelle Turns, qui parlait de ça, mais je pense pas que ça soit relié à ce roman-là. Mais c'est typiquement répertorié comme le premier roman d'espionnage. Est-ce qu'il y a eu de l'espionnage avant? Probablement qu'il y en a eu dans la mythologie grecque. Oui, c'est ça. D'après moi, ça date depuis qu'il y a des luttes pour le pouvoir. C'est sûr et certain. C'est ça. À l'époque romaine. C'est ça, puis juste cacher ses vraies motivations pour avoir quelque chose, tout à fait. C'est à quelque part de l'espionnage. Je suis sûr qu'à l'époque romaine, il y a eu de l'espionnage, parce qu'avec le Sénat puis les gens... On a envoyé un dans Astérix, Astérix et Cléopâtre, l'espion qui se camoufle. Qui se camoufle, il est très très bon d'ailleurs. Il a une capacité de camouflage extraordinaire. C'est la perfection même. C'est la perfection. Dans les gros noms, là, je veux dire, on va rester très très vague et en surface. Ian Fleming, je pense que c'est le plus connu parce que Ian Fleming était lui-même un agent de renseignement au niveau de la Navy en Angleterre. C'est le créateur de James Bond. Alors, lui a vraiment créé le style agent secret d'action, de terrain, un peu plus romancé. Par contre, beaucoup de ces romans, comme je l'avais expliqué dans notre épisode sur les action heroes, sont toujours, comme Joël l'a dit tout à l'heure, basés sur des faits vécus. Mais bien entendu que Ian Fleming, il en beurre et père. Souvent, on expliquait que c'était un peu ce qu'il aurait aimé faire comme agent secret. Puis, on s'entend que ce que fait James Bond, des fois, c'est très loin de la réalité de ce que les agents secrets font au niveau de l'action, au niveau des combats, au niveau de tout ça. C'est plus show-off. Si vous voulez avoir quelque chose qui est plus collé sur la réalité, c'est John le Carré. John le Carré, lui, avec sa trilogie sur Smiley, vous avez probablement vu le film La Taupe. Je me souviens pas qui l'a réalisé, mais John le Carré, lui, a travaillé beaucoup au niveau de l'espionnage, au niveau de la guerre froide. Et John Smiley, qui est son personnage principal, est totalement au contraire de James Bond. Lui, c'est un espion qui est beaucoup plus au niveau tactique, au niveau d'analyse. C'est quelqu'un qui va placer ses pions, c'est quelqu'un qui va engager des gens, c'est quelqu'un qui va avoir des petits oiseaux un peu partout, qui va tout savoir. Mais c'est pas quelqu'un qui va se salir les mains. Par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, c'est quelqu'un qui est capable de manipuler, quelqu'un qui est capable de faire du mal aussi, parce que quand t'es espion, il faut que tu perdes un petit peu de ton humanité, qu'il arrive pour faire des... Il arrive à un moment donné où tu as des choix à faire, puis ces choix-là, souvent, ça met en péril la vie de plusieurs personnes. C'est ça, puis des fois, faire semblant que t'aimes quelqu'un, et voilà. C'est exactement ça. Faut qu'à un moment donné, t'arrêtes de faire semblant puis de passer à l'acte. James Bond, il n'est pas pire là-dedans, faire semblant d'aimer les gens. Là. Et puis souvent, le leitmotiv de l'espionnage, c'est d'en sacrifier un pour en sauver 20. Mais je veux dire, il y a beaucoup. On prend rien qu'Alan Turing, par exemple, qui peut être considéré comme un espion qui a craqué le fameux code. Et là, j'ai un plan de mémoire. C'était quoi? C'est Enigma.
Où en tout cas, c'était un code allemand. C'est ça, le code Enigma, il y avait la possibilité, à partir de là, de tout connaître les plans d'attaque des Allemands. Et puis, ils ont utilisé cette information-là avec parcimonie parce qu'ils avaient peur que s'ils l'utilisaient trop, les Allemands auraient percé le fait qu'il y avait décodé, ça serait rendu compte. Fait qu'ils ont utilisé ces informations-là. Fait qu'ils ont, en espérant avoir une information très importante. Exactement. Alors, il aurait pu sauver un paquet de monde avec ça, mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas faites. Il y a beaucoup de gens qui sont morts quand même s'il y avait cette information-là, mais ils en ont sauvé beaucoup aussi. Tu sais, c'est le nerf de la guerre, c'est l'information. Ça, tout le monde va vous le dire aujourd'hui. Qui contrôle l'information contrôle tout. Okay? Dans American Gods, Neil Gaiman en a parlé. L'information, c'est un dieu, c'est un nouveau dieu qui fait partie de ces de ces divinités-là qu'on vénère. Et les espions, ben, ils sont passés maîtres dans la gestion de l'information. Et cette information-là, ben, ils vont aller la chercher, mais ils vont la donner par goutte. Okay. Souvent, ils vont s'en garder, ce qu'on appelle avoir un atout dans sa manche. Il va avoir une information très précise qui va être vraiment à donner à un moment précis pour avoir un impact. Et souvent, ben, ça, c'est les grands patrons qui vont faire ça. C'est pas les agents de terrain. Les agents de terrain, c'est les gens qui vont aller chercher cette information-là. Souvent, c'est au péril de leur propre vie ou de la propre vie de leur famille. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'agents secrets qui ont une vie familiale assez développée. En tout cas, dans les romans, on le voit. C'est ça. Puis ils sont pris la corde au cou. Ben oui, ils ne peuvent pas s'en aller. Là. Ils peuvent pas. Quand on voit... En tout cas, des vrais agents secrets, je pense pas. Dans la fiction, ça se peut. Ouais. Ça fait des bons films, puis je vais en parler tantôt. Ça fait des bons films, mais dans la vraie vie, quand tu as une attache puis que tu as une famille en arrière de toi, peut-être plus les agents de proximité ou les agents d'analyse, là, ils ont vraiment une possibilité de rester à la maison, tout ça. Puis encore, est-ce que leur famille peut être mise en danger? Ben, c'est sûr et certain, parce que leur famille peuvent être utilisées par le contre-espionnage ou des espions de l'autre côté pour mettre la pression dessus, alors pour les recruter pour devenir des agents doubles ou même des agents triples. Aux États-Unis, on ne peut pas passer à côté de Robert Ludlum. Robert Ludlum, c'est Jason Bourne. Jason Bourne, qui est probablement un des agents secrets les plus emblématiques au niveau de la littérature américaine. C'est ce fameux agent-là qui a été formé par les États-Unis pour être un agent de terrain, un assassin, un espion. Il fait tout. Un genre de James Bond, mais aux stéroïdes. Okay. En tant que tel, beaucoup basé sur James Bond. D'ailleurs, Jason Bourne, on ne le cachera pas. Là. C'est le même type d'agent. C'est les mêmes initiales. Eh oui, j'avais jamais remarqué. C'est vrai. James Bond, Jason Bourne. Hey, c'est la première fois que je vois ça. Quand tu vois-tu, mais je ne sais pas, ça m'est venu dans la tête. Ça doit être mon sinus enflammé. Probablement. C'est sûrement pas un hasard. De toute façon, Robert Ludlum s'en est jamais caché. Ian Fleming, de toute façon, a influencé pratiquement toute une grande partie de la littérature d'espionnage. Là, fait que c'est pas... c'est correct aussi. Là, les grands auteurs, ça inspire les gens à écrire. Puis on essaie de transcender cet art-là. Ben, Robert Ludlum, dans sa trilogie au niveau de James Bond, a vraiment fait quelque chose de... Jason Bourne, tu vois, regarde. Je suis mêlé. Je pense que c'est un incontournable. Alors, si vous aimez vraiment le type de roman d'espionnage d'action, un peu moins cérébral que John le Carré, par exemple. John le Carré va vraiment développer le côté plus terrain, le côté plus informatique, plus aller chercher vraiment l'analyse. Puis c'est vraiment des ramifications politiques. Là. John le Carré, là, tu tombes vraiment dans les ramifications. Là. C'est lourd, ces romans, parce que tout est relié. Là. Ne cherchez pas des scènes d'action à la James Bond dans John le Carré, il n'y en a pratiquement pas. Là. Par contre, dans Robert Ludlum, là, t'en as. Là. Je veux dire, Jason Bourne, là, avant tout, c'est un agent physique qui va réaliser des missions d'espionnage avec ses muscles, mais c'est un être extrêmement brillant aussi. Et ce qu'on aime dans Jason Bourne, c'est tout le côté complotiste, qui est très, très présent au niveau de la littérature américaine. Et là, on se demandait pourquoi. Avec ce qu'on a vu avec Snowden, ben là, on se rend compte que c'est pas si loin que de la réalité qu'on pensait. Là. Le fait de prendre d'aller chercher des hommes et des femmes, de les former, de leur donner un cocktail de drogue pour les améliorer physiquement. Là, tu te dis, wow, c'est de la fiction. Puis après ça, tu te rends compte de ce qu'ils ont fait avec Snowden et tout ça. Tu te dis, en fin de compte, c'est pas si de la fiction que ça. Il y a une base de réalité.
Puis on va vraiment l'exploiter puis la développer au maximum, mais on ne sait pas tout. Hein. Le fameux projet MK Ultra, par exemple, là, qui était d'essayer de développer des sens que la CIA a utilisé dans les années 60 avec le LSD, par exemple. Ça, c'est un projet qui existe. C'est un projet qui est documenté maintenant. Okay. Alors, on a essayé réellement d'ouvrir des portes sur des dimensions avec le LSD pour créer des nouveaux agents. C'est épouvantable. Là. Après ça, on se demande pourquoi les gens ont une fixation sur les complots. C'est ça, mais là, on n'est plus dans le complot, on est dans la réalité. D'ailleurs, le projet MK Ultra, c'est une base d'Akira. Okay. Je dis ça comme ça. Là. Je veux dire, Otomo s'en est servi pour développer ses fameux pouvoirs psychiques. Là. C'est ça. Moi, tu me parles de développer les sens et tout ça. Je lis le manga Terraform Mars. Puis ça, on a ajouté des capacités d'insectes aux humains. Ah. OK? Puis là, on explique toutes les capacités de l'insecte, puis pourquoi ils ont fait ça, puis ça a quasiment l'air vrai. Puis d'après moi, il y a du monde qui travaille déjà à faire ça. Mais je dois être complotiste. Oui, sûrement. Sûrement. Aux États-Unis, je pense que le plus connu n'est pas Robert Ludlum, c'est Tom Clancy. Oui. Tom Clancy avec Jack Ryan, avec Splinter Cell au niveau des jeux. Premièrement, c'est quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire au niveau de la machine de l'armée américaine. Moi, j'ai la chance d'avoir de la famille aux États-Unis par ma conjointe. Et puis, on a quelqu'un qui a été dans l'armée. Il a été dans l'armée au niveau de la Navy. Il a fait la guerre du Vietnam. Il a travaillé dans les sous-marins et tout ça. Et puis, son auteur favori, c'est Tom Clancy. Okay. Et puis, je me rappellerai toujours d'une conversation que j'avais eue avec lui. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Puis, je disais, est-ce que dans les romans, Tom Clancy, parce qu'on le connaissait, lui, il le lisait en anglais, moi en français. Fait que des fois, je lui demandais des informations, j'essayais de développer. J'ai dit, y a-t-il une part de réalité dans ce qu'il écrit? Toi, t'es dans le terrain, là. Tu as travaillé pour l'armée, tu as fait ça toute ta vie. Là. Ils sont même allés chercher à la retraite, ils sont allés chercher en tant que consultant. Je me suis dit, y a-t-il une part de réalité? Là, il m'a dit avec son accent anglais, il dit, Marc, il dit, si je te dirais tout ce qui se passe dans l'armée, il dit, je devrais te tuer. Ah, bon. Fait que j'ai dit, c'est beau, garde ça pour toi. Fait que il est très proche de ce que ça peut représenter au niveau de toutes les conspirations, au niveau des opérations secrètes du gouvernement puis de l'armée, la NSA. Là, on tombe vraiment dans le très actuel. Un petit peu d'anticipation aussi, parce que souvent, on va aller vers des conflits nucléaires qui n'existent pas. On va vraiment prendre des éléments de l'histoire puis on va les développer un peu plus. Tom Clancy, c'est vraiment quelqu'un qui a un peu transcendé ce genre-là, qui l'a vraiment mis très actuel. Et là, on tombe vraiment dans un mélange de tout. Je considère ça un peu comme un mélange de John le Carré, de Ian Fleming, de Robert Ludlum, parce que Jack Ryan, c'est un personnage qui ressemble un peu à Smiley, parce que c'est pas réellement quelqu'un de terrain. On l'a vu avec les prestations de Harrison Ford, par exemple, dans les films. C'est quelqu'un, des fois, qui est obligé de faire du terrain, mais on voit qu'il n'est pas très physique, c'est un agent d'analyse, mais il y a tous les gens qui tournent autour de lui qui, eux, sont des agents de terrain. Alors, tu vas avoir beaucoup d'action parce que lui, il va envoyer des gens chercher des... Lui, il est le foreman. C'est ça. Puis, on va voir dans ses romans l'évolution de ce personnage-là. Au début, il part vraiment de rien, puis à la fin, il va monter dans la hiérarchie, puis il va devenir vraiment important au niveau du contre-espionnage et de l'espionnage américain. Alors, c'est réellement un très, très bon auteur. Si vous avez la chance de le lire, moi, c'est vraiment un de mes préférés. Puis, ça donne froid dans le dos, des fois. OK. Tu regardes ça, puis tu te dis, oh, les boys, OK, tu te dis, c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? C'est là que c'est peut-être là qui est... Pourquoi, on en parlera tantôt, là, pourquoi qu'on aime tant ça. Tu sais, qu'on aime tant les romans. Je passe en BD. Selon moi, la plus grande série d'espionnage qui a été faite en franco-belge, c'est 13 de Van Damme puis de William Vance au niveau du dessin. Pourquoi? Parce que c'est relativement basé... C'est 13 en chiffre romain. Hein? 13 en chiffre romain, c'est la conspiration des 13. Okay. Alors, chaque personne dans la conspiration des 13 a un chiffre romain tatoué sur le côté gauche de leur poitrine, en haut au niveau de l'épaule. Et puis, leur but en tant que tel, c'est d'assassiner le président américain et de... donner à l'Amérique un parti qui va écouter sa base de gens qui sont un peu
de droite qui sont pour le port d'armes, contre l'avortement. Donc, je suis en train de parler de la réalité. C'est déjà ça. T'es en train de lire les nouvelles? Eh ben, c'est ça, 13. Voyez-vous pourquoi ça fait peur? Mm-hmm. C'est une série de 1984 qui est fortement basée sur Robert Ludlum, Jason Bourne, parce que son personnage ressemble beaucoup, le personnage de 13. Van Damme l'a toujours dit, il s'en est jamais caché. Ça commence avec l'assassinat du président Sheridan par l'agent 13, mais là on se rend compte qu'il y a 2 agents 13, il y en a un qui a été formé par une cellule qui a découvert la conspiration des 13, qui eux sont des fervents patriotes des États-Unis, mais un États-Unis démocrate. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Là. Mm-hmm. Puis ils vont former quelqu'un qui va prendre cette apparence-là pour essayer de rentrer dans la conspiration, prendre la place pour essayer de la démanteler. Malheureusement, il va se faire tirer dessus. Il va perdre la mémoire. Il se rappellera absolument pas c'est quoi, mais il y a des talents, il y a des capacités extraordinaires parce qu'il a été développé. Et tout le long de la série, on va le voir essayer de retrouver cette mémoire-là pour découvrir c'est qui. Il va savoir qui je suis, pourquoi j'ai 13 de tatoués, pourquoi tout le monde veut me tuer, pourquoi il y a des assassins qui me courent après, pourquoi il y a des gens qui veulent venir me voir, qu'est-ce que j'ai fait. Et tout le long, on va comprendre jusqu'à la finalité qui va nous expliquer tout le concept, en fait, que effectivement c'est quelqu'un qui sont allés chercher un ancien militaire qui l'ont fait passer pour mort pour briser cette conspiration-là. Là, je suis en train de vendre le punch de 13, mais si vous n'avez pas lu 13, c'est une série qui date de 84, c'est votre faute, c'est pas de la mienne. C'est ça. Moi, de savoir que la conspiration, c'est d'avoir un président américain qui dit tout haut ce que le peuple pense tout bas, là. C'est exactement ça. Écoute, en 84, là, tu sais, tu parles-tu de l'anticipation, hein? C'est ça, là. Je veux dire, Van Damme, en 84, pensait ça. Il l'a extrapolé dans son histoire. Puis on est en train de vivre ça présentement, avoir un président populiste qui est là. On revient tantôt avec pourquoi qu'on aime les romans d'espionnage. Je pense qu'en 84, Donald Trump était dans Maman, j'ai raté l'avion 2. Ah, ok. Je sais pas si c'était en 84. Qui était président en 84, honnêtement, je le sais pas. C'était-tu Reagan? Peut-être. Je pense que oui. J'ai pas beaucoup de... Honnêtement, là, j'ai pas... Mes connaissances en président américain, là... elles sont très, très limitées. Rapidement, petite série, c'est pas vrai, une grosse série d'espionnage, c'est Alpha. J'en parle pas beaucoup parce que je ne l'ai pas lu. Mais je ne peux pas passer à côté de ça parce que c'est considéré comme une des meilleures. Alors, c'est vraiment considéré comme elle qui est la plus proche de la réalité. Alors, on va vraiment suivre encore là un agent qui est beaucoup plus proche de ce que les gens vont faire sur le terrain, beaucoup moins romancé que 13, par exemple. Et je ne l'ai jamais lu. Alors oui, honte à moi. Je l'avoue, mais je peux pas faire... Habituellement, je ne parle que des trucs que j'ai lus, mais là, je peux pas faire autrement parce que quand j'en parle avec mes amis en Europe, ils me disent tout, t'as pas lu ça? Ben non, je l'ai pas lu. Alors, mais c'est réellement considéré comme une série extraordinaire. Alors, prochaine sur ma liste à lire, Alpha. Et d'ailleurs, je le lis à la bibliothèque. C'est bien ça le pire. C'est que je suis... combien de tomes t'as lu en 3 jours? Là? J'ai 15 tomes. Bon, t'es capable de t'embarquer là-dedans. Ouais, mais c'est différent. Là. Je veux dire, lire 15 tomes mettons, à lire 15 tomes d'Alpha puis 15 tomes des Chroniques de la Lune Noire, c'est pas le même niveau. Je veux dire, il y en a un qui c'est un niveau un peu plus comique où ce que tu te laisses envahir par le côté sanglant et du médiéval fantasy. Et l'autre, c'est un peu plus cérébral où ce qu'il faut que tu essaies de faire marcher un peu ta matière grise pour essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre dans les Chroniques de la Lune Noire. T'as un duo t'embarques. C'est ça, t'as un duo avec une grosse épée qui tue du monde, puis c'est ça, qui essaie de prendre la place de l'empereur. C'est très très le bien contre le mal, mais là c'est le mal contre le mal. Puis c'est le mal qui gagne. Mais lequel? C'est-tu le mal qui est le plus mal ou le mal qui est le moins mal? C'est très bon, j'arrête parce que là, on va arrêter. Blake et Mortimer, j'en ai parlé quelques fois ici. Oui. Blake et Mortimer de Jacob, personnage principal, travaille pour le MI5. Francis Blake, c'est un agent du contre-espionnage. Un agent de l'espionnage, mais il fait également du contre-espionnage. Le MI5, c'est
les services de renseignement d'Angleterre, mais intérieurs. Alors, eux sont là pour trouver des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors, toutes les attaques terroristes qui peuvent arriver au niveau de l'Angleterre, ça va être le MI5. Le MI6, le MI6, où ce que James Bond fait affaire, lui, ben, c'est le contraire, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, les deux, c'est un peu comme la CIA puis la NSA, dans le fond. Alors, la CIA, c'est l'agence de renseignement qui va travailler à l'extérieur des États-Unis, puis la NSA, normalement, c'est la sécurité intérieure, elle qui s'occupe de la sécurité, puis là, il y a toutes les autres agences qui sont au-dessus de ça, qu'on n'est pas censé connaître, mais qu'on connaît tout à cause de Tom Clancy et tous ces auteurs-là, mais qui n'existent pas. Ça, c'est comme le livre secret du président, c'est pas censé exister. Ah, bon. Deux petits derniers. Il y a deux petites séries. Là, on tombe vraiment dans le plus comique. Le franco-belge nous donne des extraordinaires séries très sérieuses, très développées, mais il n'oublie jamais ses origines aussi. Parce qu'à l'origine, on avait une bande dessinée qui était plus jeunesse, qui était plus comique, plus humoristique. Alors, on a 421. 421, c'est un agent secret également, qui lui, c'est un agent secret britannique. Alors là, on tombe vraiment dans un genre de pastiche de James Bond. Alors, on a un agent secret qui est tout le temps bien coiffé, tout est beau bonhomme, qui fait jamais d'erreur. On prend vraiment le personnage, puis on en fait une pastiche. C'est vraiment ça, 421. Mais on garde quand même tous les codes des romans d'espionnage dans 421. Alors, on a quand même toutes ces étapes-là où qu'on le voit aller chercher l'information, le donner à son boss. On va gérer ça. Là, il y a une crise qui va arriver là-bas. Il va falloir que tu ailles là. T'sais, on voit tout ça, mais dans un contexte humoristique. Un contexte un peu plus enfantin, mais c'est à double niveau toujours. À la BD enfantine, comme dans Astérix, des fois, ben, il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui. Puis je termine avec mon favori de tous les agents secrets que moi je ne peux pas me passer, c'est Clifton. Clifton qui est un agent secret du MI5, c'est un ancien colonel, Harold Wilberforce Clifton, c'est une bande dessinée franco-belge qui a été écrite à l'origine par... On en avait parlé, me semble. Oui. Mais c'était un épisode sur quoi? Je m'en souviens plus. Mais j'ai sûrement parlé de Clifton à un moment donné. Mais écoute, c'est un mélange de... Il se décrit comme le deuxième meilleur détective après Sherlock Holmes. Ça, c'est sa façon de se décrire lui, mais c'est un ancien agent du MI5. OK, parce qu'on n'a pas fait d'épisode détective. Non, mais je pense qu'on a fait peut-être j'en ai parlé dans les Action Hero. OK. Ou policier? Ah, policier, oui. Ouais, je pense que oui, dans le policier. Alors, Clifton, lui, c'est un militaire à la retraite et il va devenir détective conseil, mais bien entendu que dans certaines BD, il va être amené à retravailler pour son gouvernement dans certains causes où ce qui va à reprendre son rôle d'agent, d'espion du MI5. Et on a tout le côté du flingue britannique à l'intérieur de ça. Alors, on rit un peu de la culture britannique. Tu sais, Clifton, c'est quelqu'un qui est toujours bien habillé, qui parle jamais un mot par-dessus l'autre. L'humour britannique, le thé, le petit sherry, ses collections de bagues de cigares, sa voiture toujours bien lavée, son gazon qui est toujours parfait. Probablement la moustache cirée. La moustache cirée, bien entendu. Et on a ça, on a tout ça, et c'est voulu. C'est parce que c'est une caricature de cette culture-là. C'est pas les premiers qui l'ont fait, ce ne sera pas les derniers non plus. Et on a ce personnage-là qui vient jouer à l'intérieur de ça avec des histoires rocambolesques, où on voit un vieux monsieur qui reprend du service, extrêmement compétent, un peu gauche quelquefois, qui a un mauvais caractère. Alors quand son mauvais caractère sort, on a vraiment des conflits. Il y a une domestique également qui est avec lui, comme Sherlock Holmes, qui, elle, lui fait manger. Il y a toujours une relation qui entre eux autres qui est comme un peu électrique. On a le policier qui est imbécile à l'intérieur de ça aussi. Alors on a tous les éléments des romans policiers, des romans d'espionnage mis ensemble dans un contexte vraiment très très comique. C'est un cliché caricaturé. C'est un cliché caricatural, mais là vous devez lire Clifton. C'est vraiment un sublime agent secret. Puis écoute, c'est Raymond Manchereau qui a écrit ça à la base, qui est quand même un auteur assez reconnu, qui ça a été repris par la suite. C'est une superbe série de BD d'agents secrets. Moi j'adore ça. Puis c'est vraiment mon must. Dans la littérature, là,
Moi, quand je lis un Clifton, je suis heureux. OK. Puis normalement, la littérature, c'est censé nous rendre heureux. Oui. Alors, pour moi, c'est ça. Donc, on est quand même loin de John le Carré, là. Oui. OK. Oui. Mettons que John le Carré, là, quand tu lis, La Taupe, qui est un big roman, là, je ne sais pas comment ça de pages, là, mais c'est énorme, là. C'est vraiment immense, là. Tu finis, vraiment, tu le lis pas dans une journée, là. Et tu finis de lire ça, puis t'as la tête grosse, là. Puis c'est pas un truc que tu peux lire non plus de Roche, là. Tu sais, tu peux pas, mettons, comme Armada d'Ernest Cline, tu te dis, bon, je me clenche Armada, dans 3 jours, j'ai fini, là. Non, c'est impossible. Tu peux pas lire John le Carré en 3 jours. Faut que tu prennes le temps de le lire, faut que tu t'assoies, faut que tu essaies de comprendre. Souvent, il va faire des références à la guerre froide, à des éléments historiques qui est arrivé. Alors, si tu fais de la lecture active, tu essaies d'en savoir plus. Hein? Quand il parle d'un lieu, quand il parle d'une date, quand il parle d'un événement, tu te dis, OK, c'est quoi cet événement-là? Parce que c'est important. Oui. Le personnage le sait. Quand il nous parle d'un truc qui est arrivé, puis qu'il dit, en telle année, ça, j'ai fait ça, puis ça, c'est arrivé, puis tu te souviens de ça, on avait fait ça, puis tout. Puis là, tu te dis, OK, c'est mis là, le personnage le sait, mais toi, en tant que lecteur, tu le sais pas. Mais c'est ta job, en tant que lecteur, d'aller te renseigner pour le savoir, pour être dans la peau du personnage, pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé là. Oh, alors cet événement historique-là, ça serait lui qui l'aurait fait. Dans l'histoire, c'est de la fiction qui est mélangée avec l'historique. Mais c'est important dans la lecture active d'essayer de comprendre. C'est toujours le même concept. Hein? Tu peux te contenter de l'hamburger ou bien de mettre du ketchup, de la moutarde, une frite puis un coke à côté. C'est vachement meilleur. OK. Mais l'hamburger tout court, c'est bon pareil. Un peu de salade aussi. Oui, ou une tomate même. Du fromage. Du fromage, sel, poivre, relish. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de limite dans une lecture active, mais t'as pas de lecture active dans Clifton. OK. Je veux dire, dans Clifton, tu te laisses envahir par l'histoire, tu te laisses envahir par le côté comique. Puis tu sors de là, tu as l'esprit carrément vidé, puis tu te dis, j'ai passé un excellent moment avec Clifton. C'était un bon hot dog stimé avec un peu de ketchup. Et oui, puis y avait-tu quelque chose de meilleur que ça, un hot dog Valentine à 25 cents? Hein? Non, t'es pas d'accord? Ben oui. Ah, c'était, tu sais, je veux dire, c'est... Deux bouchées, c'était réglé. Deux bouchées, c'était réglé, ça, mais... Ça fait du bien, quelquefois. Ah oui, ça fait du bien. Absolument. Ouais. Ça, il y en a tellement d'autres, là. Ben oui. C'est énorme, là. La pointe de l'iceberg. C'est mes choix à moi. Tomber là-dessus. Oui. C'est tous des romans qui sont accessibles, disponibles dans la majorité des bibliothèques publiques. C'est toutes des BD également qui sont disponibles. Peut-être un peu moins 4.21, mais là, ils ont sorti les intégraux. Mais les intégrales, c'est intégraux ou intégrales, je ne sais jamais. Je pourrais vraiment pas dire, je me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. Mais ils ont sorti... intégral, je pense que c'est intégral. Oui, parce que je pense que c'est une intégrale. Ouais, ben, je pense, on va dire intégral, je vérifierai pour être sûr. Mais ils l'ont sorti récemment, le tome 1 de toutes les histoires de Cal 21. Ils ont fait la même affaire avec Clifton. Fait que maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'excuses pour ne pas lire ça. Ian Fleming, c'est la même chose. La majorité de ses romans ont été réédités. Tom Clancy, même s'il est mort, il sort encore des livres. Alors, et des jeux. C'est un écrivain d'outre-tombe. Mais c'est vrai, j'ai encore acheté 2 livres récemment de lui. Okay. Bon, bien entendu que c'est basé sur ces synopsis d'aventure qu'il avait déjà écrit. Puis après ça a été développé par d'autres gens. Là. Mais le nom est vendeur. Ben, effectivement, quand tu mets le nom de Tom Clancy, puis c'est marqué roman d'espionnage policier, c'est sûr que tu t'en vends plus que ça serait marqué Marc Gagnon. On peut s'entendre. Mais ça, on verra dans 10 ans. On sait pas. Dans 10 ans, moi, t'es à la même place qu'ici, je pense, Sylvain. Je veux pas te décevoir, là. Non, mais à un moment donné, moi, je connais un auteur qui avait jeté son premier manuscrit, puis c'était Carrie. Ouais, mais... 10 ans après, il était... que j'en écrive un manuscrit qui est comme Carrie. Hein. Il faut-il encore avoir le talent de pouvoir écrire un Carrie? Ce que je n'ai pas. Ça se travaille. Ouais, regarde, t'en as une devant toi qui peut t'encadrer un peu. Alors, c'est ça, Sylvain, c'est mes choix. Écoute, puis là, je t'ai même pas parlé de séries télé, cinéma. Non, ça, je m'embarque là-dedans. Je te laisse là-dedans. Je m'embarque là-dedans. Bienvenue à la chronique Name Dropping de Sylvain The Animator Bureau. OK? C'est ça que j'ai fait, là, du name dropping? Non, moi, au moins, toi, t'as du contenu après le nom. Moi, j'ai juste des noms. On va en mettre du contenu. Mais c'est justement, ça va sûrement vous inspirer. Parce que dans les films, oui, on a parlé de James Bond, oui, on a parlé de Mission Impossible, parce que la télé et les films, Mission Impossible. Ouais. Oui, on a parlé de Jason Bourne, qui a une série télé aussi.
Je sais pas. Je pense que c'est sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des films, une série télé, je pourrais pas te Ouais, dire. à moins que je me mêle avec... Ah, c'est Taken qui a une série télé. ouais, Taken, une série télé, mais non, pas Jason Bourne. C'est celui de Tom Clancy là, que joué par... Jack Ryan? Ouais, Jack Ryan. Une série télé, peut-être. Ouais, me semble que Jack Ryan a une série télé. Mais il y a aussi Vrai mensonge Oui. dans les films. Vrai mensonge, Schwarzenegger, c'est un espion. Personne ne le sait, même Classique. pas sa femme. Là. Classique. Ouais. OK? Sa femme découvre ça. Et, Qui va devenir une espionne elle-même. c'est ça, exactement. Et presque une danseuse exotique. Ouais, ben ça, c'est la scène qui avait C'est- tellement fait parler d'elle. Cette scène. Schwarzenegger a sûrement aimé tourner cette scène-là. Ouais. Aussi, Monsieur et Madame Smith. Ouais. Parce qu'il y a des films. Les espions en herbe, Spy Kids. Ah, ben oui. Bon, j'ai vu ces DVD-là, puis je me demande si c'est pas en cassette VHS aussi. Ouais, là. le Monsieur et premier. Madame Smith, peut-être Potin, là, je pense que c'est là-dessus qu'ils s'étaient rencontrés. Oui. C'est après ça que le C'est couple après s'est ça que formé, le couple ouais. s'est formé. Mais je pense qu'il y a une série télé aussi, Mr. and Mrs. Smith. Je peux pas te dire. Mais le Mais- film était vraiment très, Mais ça, très ça avait bon. été parodié dans Les Simpsons. Ouais. Aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Un certain Austin Powers est Ah, considéré comme un agent c'est secret. clair. Un très bon agent secret. Absolument. En tout cas, il y a je sais pas s'il y a le tour avec les femmes, mais il a l'air de les aimer. Ça, c'est sûr. Pas sûr que c'est réciproque. Un film qui est probablement l'équivalent cinéma de Clifton, parce qu'on embarque là-dedans et on se pose pas de questions, c'est Top Secret. Oui. Quel classique. Peux-tu me rafraîchir la mémoire? Top Secret, Avec là, Val Kilmer qui joue le rôle Il y a de des- chanteur. il y a des gens qui se déguisent en vache, puis la vache a des bottes. D'accord. Des bottes en caoutchouc, là. Donc, évidemment, celui qui a le meilleur spot, c'est celui qui est en avant, là. Tu me parles de gars qui est déguisé en vache. Il y avait Ace Ventura qui Aussi, faisait de l'espionnage dans un rhinocéros. c'est, oui, qui sortait de rhinocéros. Est-ce qu'il est... Ben, Il est un détective. ouais, lui est détective, mais mais là, il ouais. prenait des photos, puis il était plus espion que détective. Ah ouais. Il y a le film Munich de Steven Spielberg, Oui. c'est considéré comme un drame d'espionnage. Avec Jean Dujardin, il y a OSS 117. Ouais, c'est 117 qui a eu qui est roman également et BD aussi. hein. OK. Je pense en film, il y en a-tu 2? Il me semble qu'ils sont censés en faire un autre. Non, c'est Ok. Brise de Nice. Il me Ah. semble qu'il y en a eu 2 d'OSS 117. C'est fort possible. Espion Nil, le deuxième, je me souviens bien. Il y a Espion aussi- Nil, Bon baiser du Nil, du ouais, Caire. du Caire, Ouais. quelque chose du genre. Ouais. En tout Ok. cas, il y avait quelque chose de même dedans. Il y a un certain Johnny English aussi, Oui, avec Mr. Bean, avec Mr. Bean. Qui est encore une- Rowan Atkinson. qui est encore une genre de pastiche de James Bond. Ben, absolument, absolument. Et ça m'amène à poser la question suivante pour ce qui est des films. Est-ce qu'on peut considérer l'inspecteur Clouseau comme agent secret? Tout à fait. OK. Parce Tout à fait. Je connais pas. ça, c'est dans La Panthère Rose. Ah, d'accord. OK. Faut que tu vois au moins un film de La Panthère Rose dans ta vie. Ouais, j'ai Et déjà pas- vu ça, Et mais pas celui ça date. avec Steve Martin. Non? C'est vraiment Ben, il est pas mauvais avec Steve Martin Ouais? aussi. OK. Bon. C'est un genre de remake là, qu'ils ont, Ok. qu'ils ont fait, là, mais c'est sûr que lui, avec. On va te chercher là, le nom. Hey, hey, t'as un peu. Ah, j'ai Ouais, je Clouseau dans la le tête. vois dans ma Ben, tête. Peter Sellers. Sellers. Exactement. Et moi, en voyant le premier film de La Panthère Rose, j'apprends ce que j'avais jamais su, c'est que La Panthère Rose, c'est même pas une panthère. Uh-huh. C'est le nom du diamant. Dans les émissions télé, moi, le plus loin que je peux me rappeler, le premier agent secret que j'ai connu, c'est l'agent sans secret. Ça me OK? dit rien C'est du tout. c'est un dessin animé, en anglais, c'est Secret Squirrel. OK? C'est un écureuil, il y a comme un chapeau qui est calé par-dessus ses yeux, puis c'est une marmotte qui est comme son assistant. Mais ça, c'est les dessins animés de Hanna-Barbera. Là, on recule très, très loin. Et les Sentinelles de l'air sont considérées comme une émission d'espionnage. Ben oui, l'équipe est. C'est une équipe qui est formée un C'est peu à la ça. genre de Mission Impossible. hein. Exactement. Et quand t'oublies le fait que c'est des marionnettes, c'est presque ça, Mission Impossible. Oui. De la façon que c'est fait, de la façon que c'est filmé, cadré, c'est... en tout cas, pour l'époque, c'était excellent. Faut pas oublier Charlie et ses drôles de dames. Tout à fait. Euh, Tant série, téléfilm. film. Ouais. Il y a eu une nouvelle série à un moment donné à la télé. Il y a eu un remake de la série.
Et il y aura un nouveau film bientôt aussi. Il y a aussi les dessins animés, les Totally Spies, qui Exactement. ressemblent beaucoup Ouais, à Charlie's Exactement. Angels. Ouais. Exactement. Et ça, le type d'animation faisait presque animé japonais. Ouais. Oui, Ok. c'est vrai. Mais C'était très fluide comme animation. C'était vraiment Absolument. Homeland, c'est considéré comme une série télé bien fait. d'espionnage. Tellement une belle série que je n'ai pas vue. OK. Dans, C'est comme ça. dans les dessins animés, tard le soir, Archer, Ah c'est oui. Ouais. un agent secret. Ouais. Puis je suis en train de me demander si American Dad, c'est pas un agent secret. J'ai jamais Il vu, travaille là. pas pour le CIA ou J'ai jamais quelque écouté chose ça, comme mais- ça. Ah, je pense. C'est un agent de la CIA, OK. mais un agent secret, je sais Ah, pas. là, peut-être pas. Chuck, c'est une série télé d'espionnage. Nikita, Oui, Ah oui. 24, oui. toutes les saisons. MacGyver, considéré comme un agent secret. Le Saint, on recule loin dans le Ouais. temps, c'était Roger Moore en noir et blanc. Simon Templar, ses initiales, c'est ST. C'est pour ça qu'on l'appelait le Saint. Avec film avec Val Kilmer qui a été fait dans Oui, les années c'est vrai. fin des années 90-2000, C'est je vrai. crois. Et je pense que c'est des romans, ça aussi, à la base. Ouais, ça je pourrais pas te dire. Ça devait Tu être vois, le principal concurrent de James Bond. parce que le film était quand même assez bien fait Mhm. avec Absolument. cette fameuse recherche de la fusion à froid. Là. Mhm. On a parlé de Jack Ryan, La Liste Noire. Oui, ça c'est extraordinaire. Et, plus extraordinaire que ça, l'Inspecteur Gadget. Oui. Ça, c'est pour la télé. D'ailleurs, l'inspecteur Gadget qu'on pourrait considérer comme un des premiers transhumanismes de la télé. Parce que C'est vrai. Ah c'est oui. un homme augmenté. Ben oui. Mhm. Ah, très. Très augmenté. Il fait C'est ça. tout. Parce Il que fait lui- mal, mais il fait tout. C'est ça. Lui, c'est pas Robocop, parce que Robocop, en fait, c'est plus un robot auquel on a collé Ouais. un visage C'est ça. humain. Tandis que l'inspecteur Gadget, c'est un humain augmenté Ouais. qui l'a rendu un peu fou, je pense. Bon, je pense qu'il Ou maladroit. de base, il devait être Oui, maladroit. il était, ouais, de base. J'ai voulu vérifier les jouets. OK? Je n'ai fait que taper Spy Toys sur Google. T'as eu combien de résultats? Ben, je suis arrivé premièrement sur Amazon et sur Walmart. Ouais. OK? Donc, je me suis dit que je vais aller voir chez Walmart le site juste pour m'inspirer un peu. Ben, finalement, en matière de jouets d'espions, là, t'en as pour voir plus loin, t'en as pour entendre plus loin, t'en as pour encoder, t'en as pour décoder, t'en Là, as pour on- voir la on- nuit. On parle de des vrais jouets. De jouets, là. Oui. De jouets pour les enfants ou Ouais. de vrais Oui, non, jouets non. qu'on peut utiliser Non, qui non, fonctionnent? ben là c'est vraiment... Moi, je te parle de jouets pour enfants, OK. là, mais pour permettre à du monde de jouer aux espions. Uh-huh. OK? Parce que ça va faire partie de la discussion tantôt. Là. On a joué à plein d'affaires. Il y a, entre autres, les espions. Mais il y a des choses pour se camoufler. Regarde, en matière de jouets, il y en a. Mais ça m'a amené à me poser, à faire la réflexion suivante. Aujourd'hui, a-t-on besoin d'être un espion pour espionner? Non. Totalement pas. C'est accessible à tout le monde. Ben, maintenant. c'est ça. C'est ça. C'est que je me suis... Je pense qu'il y a rien qu'avec Facebook, qui est Déjà. probablement la plus belle plateforme d'espionnage Ah, au mais monde. ça. Là. Je veux dire, tout le monde met des photos protégées là-dessus. Fait que tu veux savoir n'importe quoi de quelqu'un, tu t'en vas sur son profil, oui. puis tu peux voir son dernier voyage à Cuba. Absolument. Tu peux l'avoir en bikini ou tu peux voir l'homme avec ses shorts qui est en train de lire son journal. Oh. Tu peux voir même la date du journal ou ce qu'il est en train de lire. Mhm. Ah C'est oui. fou, là. Quelqu'un qui est malveillant, là. Quelqu'un Ouais. qui est espion avec Facebook, là. On est proche du vol d'identité. Ah là, oui, là-dessus. écoute. Oui, Oui, puis pas oui, juste tout à le fait, vol là. d'identité, t'es capable de savoir où est-ce qu'une personne habite, qu'est-ce Ben qu'elle oui, a dans sa ben oui, maison. ben oui. Puis même si t'es assez brillant, tu peux savoir quand est-ce qu'ils sont pas là. Exactement. Mhm. Puis Ah ouais. t'as pas besoin d'être super brillant non plus des fois. Là. Il y en a qui Oui, c'est ben assez oui, tu clair sais, je que pars en on vacances est pendant dans- 2 semaines. Ben oui, ça c'est brillant. Ça c'est brillant. Ou pendant 2 semaines, tu mets tes photos de vacances. Mais, C'est fou raide. Mais on parlait justement de l'information tantôt, puis c'est exactement ça, l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années au niveau de l'espionnage. Mhm. C'est que c'est rendu accessible à absolument, Absolument. tout le monde. Absolument. Puis on se disait ça avant de commencer le podcast. Quelqu'un qui voulait espionner une pièce avait du filage à passer terrible. Là, là c'est plus rien. Là, Une caméra dans un... dans le pot de fleurs. dans le pot de fleurs ou bien dans le détecteur de fumée. Puis... Exactement. Dans l'œil du petit Joker. Ou encore, parce que ça aussi, j'ai tapé ça sur Google, micro camera. Ah oui. OK? Et des caméras miniatures, Wi-Fi, Bluetooth.
que Bon. toi, t'es dans la maison en face avec ton sel, puis tu regardes dans la maison ce qui se passe, ou peu importe où ce que t'es. Mon il- chum, il n'avait déjà acheté une. Je pense que c'était un crayon. Ou Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était un petit Ah ouais. objet usuel. Puis la résolution, ça doit faire 5-6 ans, la résolution était vraiment mauvaise. Mais ça filmait, tu pouvais avoir ça sur toi, puis prendre une vidéo avec ça, puis accessible à tout le monde. C'est ça, parce qu'il y a autre chose, moi, un gadget, qui, heureusement, n'a pas très très bien fonctionné, mais qui me dérangeait, c'était les Snapchat Spectacles. Ah Ça, ouais? c'est les lunettes Snapchat. OK? C'est qu'en fait, tu as des lunettes d'en face, puis tu prends des photos de ce que tu es en train de regarder. Pareil comme dans Mission Impossible. Ouais, mais c'est techniquement, là, moi, si quelqu'un me regarde, je pense pas qu'il est en Non. train de me prendre en photo. Non. Est-ce puis que j'espère pas qu'il... fallait cligner des yeux pour Ça, prendre j'ai la aucune photo? idée. Ça, j'ai aucune idée. Hey, mais ça, ça me dérangeait un peu. Ça, Ben, il y a beaucoup de choses dérangeantes par rapport à ça. On pense juste au positionnement GPS sur nos cellulaires, Mhm. que quelqu'un peut télécharger une application sur son cellulaire pour être capable de nous suivre partout où est-ce qu'on va, Mhm. ou d'entendre qu'est-ce qui se dit dans notre micro, ou de Oui. même d'activer la caméra. Ça, c'est super intrusif. Là. Mhm. C'est carrément de la violation de vie privée. Là. Ah oui, absolument. J'ai regardé pour ce qui est des jeux vidéo et jeux de table ou jeux de rôle. Pour ce qui est des jeux vidéo, j'ai demandé à Fiston, t'as-tu ça, toi, des jeux vidéo d'espionnage? On a parlé de Splinter Cell. Classique. J'ai du Splinter Cell ici, là. Le jeu Deus Ex est considéré comme un jeu d'espion. Bon, Fiston trouve qu'on tire l'élastique un peu, mais c'est vrai, il y a de l'espionnage. Comme Hitman, oui, c'est vrai que Hitman, c'est un tueur à gages. Mais le jeu, de la façon que tu joues, tu t'infiltres, tu te déguises, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Un peu comme dans Assassin's Creed, dans le fond, aussi. Hein. Oui, peut-être aussi. Donc, ça pourrait devenir de l'espionnage. Mais les deux derniers que Fiston m'a prêtés, Metal Gear Solid, regarde, ça se dit Tactical Espionnage Action. Ouais, c'est clair. C'est assez clair. Et Alpha Protocol, des espionnages RPG. Donc, c'est quand même... Puis Metal Gear Solid, là, ça date de la NES. Là. Mhm. C'était un vieux jeu là, d'espion. Puis tu jouais un espion. Là. C'est ça. C'est clairement ça. Là. Absolument. Et tant qu'à être dans le Nintendo classique du N64, c'est GoldenEye, ça. GoldenEye. Bon. Perfect Dark aussi. OK. De Rare, la compagnie Rare aussi qui était qui avait fait ça, qui jouait une espionne à l'intérieur de tout ça. C'était vraiment bien fait. Ça. Mhm. Il y avait un conflit avec des extraterrestres là-dedans. C'était vraiment cool. Et pour ce qui est des board games, là, je vais vraiment juste donner des noms là, parce que pour moi, ça me dit absolument rien. Puis de toute façon, vous pouvez communiquer avec notre ami Sébastien Boucher, D-Fox, lui du board game. Si vous voulez un board game d'espion, il va sûrement vous en trouver un. Agents of Smirch. J'ai aucune idée c'est quoi. The Resistance. Cold War CIA versus KGB. Me semble que ça doit être assez espionnage, merci. Un jeu qui s'appelle Confusion, Espionnage and Deception in the Cold War. Ça doit être assez espionnage aussi. Aces of Spies et Conspiracy. Puis il y a un jeu qui s'appelle Spies tout court aussi que j'ai vu dans une liste de... Il y a un jeu de Homeland aussi. Ah oui, bon. Fait que des... Les jeux comme ça d'espionnage, ça doit être beaucoup pour ceux qui aiment les jouer stratégiquement, Oui. jouer C'est avec des clair, stratégies. Là. Oui. Ça, c'est de quoi j'aurais pas pensé. Souvent, c'est coopératif aussi. Là. Je veux dire, tu essaies de battre le board. Tu essaies Ouais. de faire Ça, la j'aime mission. Là. Il n'y a pas de mode compétitif en tant que tel. Ou dans d'autres cas, tu peux avoir, je prends exemple Battlestar Galactica, qui est un jeu de plateau où tu avais à l'intérieur un espion. Qui était dans le fond un sillon qui était espion qui était inséré, puis l'espion, il y avait des trucs à faire, puis il pouvait sortir en tout temps, puis si tu trouvais l'espion, tu avais des points. Mais ça arrive souvent ça dans des jeux qu'il y a des espions de même tout à fait. justement je pense Stratego là. Je sais pas si c'est juste la dernière version là, mais il me semble qu'il y a un espion. OK. Ça, il y en a beaucoup, parce que tu as des variantes, parce que tu as vraiment quelqu'un qui est là, qui va jouer avec les joueurs, mais contre les joueurs en même temps, il y a comme un objectif précis pour lui de gagner, puis souvent tu le vois pas, là, tu te dis mon sale à la fin, t'es comme... Là, il y en a peut-être qui nous écoutent puis qui se disent « Hey, t'en as pas parlé, là. Le jeu Spy Hunter. »
Ah oui. OK? Bon, oui, ça s'appelle Spy Hunter. Là. C'est une petite voiture. C'est ça restait, là, ça restait pas un jeu de course, Ben, mais un jeu de course à obstacles. course démolition aussi, là, parce que tu Ouais. peux tirer avec ton véhicule. Là. C'est ça, tu pouvais foncer dans les arbres, tu pouvais lancer de l'huile, tu pouvais tirer. Ta voiture avait des mitraillettes en avant. Oui, ça a le nom Spy, mais je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'espionnage dans Spy Hunter. Quand j'ai regardé les jouets, là, je me suis dit, c'est vrai, on joue à faire les espions, comme on joue à faire les cowboys, comme on joue à faire les chevaliers, comme on joue à faire les super-héros. Pourquoi on est attiré par ce type de jeu-là ou ce type de personnage-là? Puis là, je me suis mis à penser à tout ce qui est espionnage, écouter aux portes, regarder par la petite fente de la fenêtre. Ça serait de la curiosité. Ouais, y a-tu quelque chose là-dedans où le fait... Ou du défi. Ouais, ou la double vie, c'est quoi qui nous attire La dans les sensation espions? d'être pris aussi, peut-être. Ouais. Tu sais, quand tu vois, tu te dis, oh, il y a comme un Faut pas risque. que je me fasse Le risque. prendre, faut pas que je me Ouais. fasse prendre. Le Mhm. risque de savoir. Je pense qu'il y a tout le côté aussi de savoir. Je veux dire, je pense que les gens de base, ils aiment savoir des secrets. Ils essaient de les découvrir, ces secrets-là. Je dis, qui, enfant, n'a pas essayé de trouver ses cadeaux de Noël cachés? Ah ouais. C'est de l'espionnage. Oui, c'est sûr. C'est clairement de l'espionnage. Je sais pas pourquoi qu'on est attiré vers ça. Peut-être que c'est Mais il y a quelque chose. Il y a le fait, justement, quand on voit des films, quand on est plus jeune, on va écouter, mettons, Mission Impossible, ou on va pogner un James Bond comme ça rapidement. Puis, on voit qu'il y a comme un prestige à l'arrière de ça. Fait qu'on peut peut-être atteindre ça. Il y a aussi le fait d'obtenir de l'information, justement, ça amène des privilèges. Puis, Ouais. tu sais, peut-être qu'on est attiré par ça. Après ça, tu peux dire, moi, je le savais. Oui. C'est ça. Tu te sens important parce que tu te dis, moi, je le savais. Pas toi. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé. Moi, je l'ai trouvé. Mhm. Hein, tu sais, c'est comme un jeu de pouvoir. Peut-être que Ouais. c'est ça, peut-être qu'il y a du pouvoir au niveau de l'information. Que tu sais. puis que Peut-être. t'es comme... Peut-être. Mais là, moi dans ma réflexion, là, je suis peut-être rendu loin pas mal. Là. Je sais pas si qu'est-ce que j'avais pris. Là. Mais même pour ce qui est des super-héros, toute l'histoire de la double identité, qu'en fait, le monde, ce qu'ils connaissent de toi, c'est le gars bien ordinaire, le gars ou la fille. Mais en fait, t'es un big, mais personne ne le sait. Ouais, c'est ça. Ben, Ouais. tu peux t'inventer des aventures quand tu fais ça. Tu Ben peux oui. faire comme, tu sais, l'enfant joue, fait moi, je vais à l'école le jour, puis le soir, je m'invente des Ouais. missions. Je m'invente des aventures. Je mets ma casquette, je mets J'ai mon une manteau, je m'en double vais vie. dehors, puis je vais C'est ça. espionner mes Je voisins. mets mes lunettes Night Watch. Je m'en vais voir la petite gang d'à côté là, qui nous écœure, demander des espionner pour essayer de trouver des informations C'est sur ça. eux autres. C'est ça. Puis je vais Quelqu'un lui, qui n'a pas fait ça moi, quand il lui- était jeune. moi, lui mettre une bombe dans le Des- sac. Décrocher le téléphone Ouais. quand Ouais. que le téléphone sonne, là, puis Mhm. tu mets ton doigt sur le piton pour pas qu'on... On fait plus ça à cette heure, ça existe plus. Non, à ben cette heure, il faut faire bip. Non, l'homme a perdu sa liberté quand On pouvait faire ça même quand il y avait plusieurs maisons sur la même ligne. Ah ouais? Ouais. l'homme a perdu sa liberté quand le téléphone a été décroché. Avant, on avait C'est- notre liberté, c'est il ça, était pareil. attaché. C'est vrai. Maintenant, on n'a plus de Non. liberté. Le téléphone nous suit et nous surveille. Puis souvent, il y a peut-être aussi un effet de clan. Je sais pas, tu sais, je veux dire, je disais tout à l'heure, tu vas aller voir la petite gang à côté, tu sais, qui est comme un peu comme la gang qui est comme contre toi. Puis là, tu vas essayer de te trouver une mission. Hier soir, on va aller dégonfler ces pneus de bicycle. Tu sais, c'est des jeux d'espions. Tu sais, il y a comme un thrill d'aller chercher C'est ça. un petit côté C'est de- dangerosité de te faire prendre. C'est ça, c'est de se cacher en arrière d'une roche, d'une grosse roche, pour Ouais. courir vite pour Ben, aller se cacher dans Puis l'autre. souvent, on... Tout le monde t'a vu passer, mais toi, t'es sûr que personne t'a vu. Puis souvent, quand tu te fais prendre, c'est le thrill de te sauver. Combien de fois qu'on voit l'agent secret de se sauver, de Ouais. partir, de courir partout, sauter par-dessus des clôtures? Y a-tu quelqu'un qui a jamais fait ça? Peut-être, il y a de cela très très longtemps. Oui, très longtemps. Aujourd'hui, ça serait dur Aujourd'hui, je pour serais ma bon. santé. Sauter une clôture, on oublie ça. Là. Moi, je me fais arracher, c'est sûr. Mais avant, tu sais, je veux dire, c'était un jeu d'enfant. Là. Je veux dire, c'était ça. Là. Ça a toujours Ah été oui. ça. Là. Ah oui. Tu sais, quand les adultes parlaient dans le salon qu'on n'avait pas le droit d'y aller, Hum. on allait se cacher dans un coin puis on essayait d'en
hein, avec, C'est ça. avec un tuyau d'essuie-tout. Hein? Je veux dire, 2 verres en styrofoam avec une corde entre les deux. et voilà, le téléphone arabe. Oh, C'est appropriation culturelle, je suis désolé. Excusez. Ça aussi, puis les walkie-talkies. Les walkie-talkies. Hey, Que tu oui. pouvais parler à 22 heures avec ton voisin d'en face pendant que les parents ne le savaient pas. Ça, c'était fou. Et as-tu remarqué d'ailleurs que dans toutes les séries où tu as des jeunes, Stranger Things, ou le Ouais. film, je sais pas, le film qui est ressorti récemment au niveau de québécois, Summer of 45, 84, ouais. les Goonies, ils ont tous des walkie-talkies. Oui. Ah ouais. Tous les enfants ont Puis des il pogne loin walkie-talkies. le walkie-talkie. Ah oui, parce que nous autres, les nôtres ne pognaient jamais. Là. Mais c'est Il pognait comme... chez le voisin maximum, là, puis encore là, il fallait que tu aies un voisin. C'est comme un élément essentiel des agents secrets. Je veux dire, le fameux transmetteur dans le talon de ton soulier. Je veux dire, on l'a-tu vu, on l'a-tu revu? C'est cette capacité de communiquer avec tes patrons, avec les autres personnes de ton entourage. C'est ça. On avait ça avec les Ben, talkie-walkie. les gadgets ont beaucoup attiré les gens. Les gadgets dans James Bond. C'est ça, tu pouvais pas dire que c'était de la science-fiction, c'était dans le présent. Ben oui, tout à fait. Puis c'était tous des gadgets extraordinaires que tu te dis. Puis ils ont tous, pour la plupart, été refrains en jouets. Là. Oui. Je veux dire, Ah ouais. c'est un peu comme Batman. Batman, c'est-tu un espion? Ben, je me suis posé la question, parce que oui, au départ, c'est vraiment un détective. Ouais. Ouais, mais il y a des techniques d'espionnage. Ben, Ouais. c'est sûr. Il va écouter les crimes organisés. D'ailleurs, le crime organisé, il y en a des espions aussi pour Mais- aller ouais. espionner Ben, les autres moi- clans. Je me trompe peut-être, là, mais je dirais que Bruce Wayne est un détective, puis Batman est un espion. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est clair. Écoute, Ah. il vit dans l'ombre. Parce que, Parce que quand il sort de la Batcave en Batman, là, il n'est plus un détective, là, il l'a déjà il l'a trouvé. Ah, c'est Ah, clair. ouais. Oui. Je veux dire, c'est... Ben, il À sait moins- ce qu'il doit trouver. À moins qu'il va chercher des indices, mais qui les analyse, les indices, c'est Bruce Wayne. Oui. C'est toujours Mais- Bruce Wayne. Qui va les chercher, c'est Batman. Mais c'est vrai que si on pense aux divers jeux Arkham, C'est clairement ce que l'espion. Batman a à faire, c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Il va sur un toit, il écoute, il essaie de trouver des fréquences, de trouver des indices avec son scan. C'est un espion, là. Ah oui. C'est un espion. On n'a pas parlé de tous les espions qu'il y a dans Marvel non plus, là, comme Ah non. la Veuve Noire, c'est Ouais. une espionne. Là, c'est Ouais. clairement une espionne. Vraiment. Ah oui. Puis il y C'est en a vrai, beaucoup, là. il y a un film aussi qui s'en vient, puis je les ai même pas mentionnés, Les Hommes en Noir. Oui. C'est sûr que c'est des espions pour les extraterrestres, là. Ouais, c'est des agents de la paix. Mais ils ont les gadgets. c'est des agents secrets. C'est clairement des agents secrets Ah oui. parce qu'ils ont une identité secrète. Ouais. Je veux dire, la plupart du monde ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont assez équipés de gadgets. Ouais, c'est les plus petits qui sont toujours les plus dangereux. Fait que là. ça revient à ce qu'on disait tantôt, un espion n'est pas nécessairement un agent secret Non. ou l'inverse. C'est vrai, effectivement. Ouais. Mais je pense que absolument. c'est ce côté gadget-là, c'est important aussi. Là. Ouais. Je veux dire, la scène, quand James Bond allait chercher ses gadgets avec M, Ah Q, oui, ben Q, oui. excuse-moi, c'était toujours une des scènes qui était le plus mémorable avec sa fameuse voiture, avec plein de gadgets. Y a-tu La quelqu'un voiture qui amphibie. Hey, honnête, là, y a-tu quelqu'un qui a jamais pris son bras de vitesse dans une voiture puis faire semblant que c'était un bras pour tirer un missile? Tout le monde a fait ça. 100% des conducteurs ont déjà Ouais. fait ça une fois dans sa vie. Là. Je me demande Je suis même. sûr. Je peux pas dire, là. Je sais ça, que ce gadget-là existe, que tu mets après ton pare-soleil pour envoyer des missiles, pour envoyer des... Bon, ça fait les bruits pis tout ça, mais je sais pas pourquoi on l'a jamais inventé pour le bras de Ah, vitesse. écoute, ça serait moi, écoute, j'en arrête un de même matin. Avec... là. Tu flippes la switch, puis... Bing! Je veux dire, écoute, le siège éjectable. Non, ça, le siège éjectable, ça me tente moins. Non, mais ça, c'est pour le passager. OK. C'est ça. Sont plates tes jokes. Pouf. Mais c'est vrai pareil, je veux dire, c'est tout le côté gadget. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle, dans la littérature d'espionnage, c'est le côté d'être proche de la réalité. Mhm. En vieillissant, je crois que, pour moi, là, c'est de voir que ces auteurs-là, ils sont un peu collés sur ce qui se passe présentement. Puis quand on lit tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide, parce que maintenant, il y a beaucoup de trucs qui sont écrits, qui ont été rendus publics, là, pas tout. Là. Puis on voit toutes les magouilles qui s'est faites pendant cette guerre-là. Ah oui. Tu te dis, tabarouette, tu sais, les auteurs, oui, ils ont été fortement inspirés de ça. Puis des fois, la réalité dépasse la fiction. Ah oui. C'est épouvantable. Là. Tu c'est- regardes ça, puis tu te dis,
c'est réellement arrivé. Ouais. Ça se peut pas, c'est incroyable. Mais c'est à la base des meilleurs tours de magie. Oui. Faut que tu penses que ça se peut. Tout à fait. Ouais, puis il y en a qui sont très bons magiciens là-dedans. Mhm. Faire croire au monde des trucs qui sont très bons. Puis il y a tout le côté complot, hein. Ouais. On est tout un peu complotistes dans le fond, là, je veux dire. Il y en a qui le sont un peu trop, là, en tant que tel, là, puis qui sont un peu trop crackpot sur les complots, là, mais C'est ça. je pense qu'il y a ça titille tout le monde un peu, ce côté complotiste-là, de savoir que de dire est-ce qu'on est vraiment écouté. Tu sais, là, tu vois ça dans la littérature, tu te dis est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'ils sont réellement capables de nous voir avec les On veut satellites? faire preuve de bonne foi puis leur faire confiance, mais par le passé, il y a quand même eu des événements qui ont fait que... C'est ça. Moi, je me doute que dans à peu près 10 minutes, nos fils Facebook sont bourrés de publicité de matériel d'espion. Fort probable. Hey, Fort probable. Ça me surprend serait pas. spécial. Non, ben, ça me surprendrait même pas, moi. Je suis persuadé que oui. Mm. Il y a un algorithme à quelque part qui est en train de nous écouter. Puis que dans sa froideur de machine est en train de nous faire des publicités C'est pour ça. nous. Je vais tout avoir pour espionner ma blonde. Il étudie, puis tu sais, je veux dire, je vais bien te donner un exemple là, de trucs d'espionnage, là, où ce que, dans mon domaine par exemple, où ce qu'il a été dit il y a fort longtemps, une rumeur qui expliquait que quand tu allais à la Bibliothèque nationale du Congrès à Washington et que tu sortais un livre sur certains mots-clés, tu étais répertorié par la CIA. oui. Ok. Exemple, nucléaire. Tu sortais un livre où tu faisais une recherche sur le nucléaire, tu étais classé comme quelqu'un qui a fait une recherche. Donc, tu changeais de classement pour potentiellement être quelqu'un qui pouvait être dangereux. Et c'était une rumeur, mais ça a été prouvé que c'était vrai. Ben, Snowden l'a démontré OK. que oui, les mots-clés que tu fais, que tu cherches, maintenant c'est sur Google, là, parce qu'on ne se le cachera pas que Google fait partie de toute cette équation-là. Oui, ça existe. C'est Ok. de l'espionnage. Parce que moi, aujourd'hui, là, pour retrouver mes noms des agents russes, là, j'ai fait une recherche empoisonnement par les Russes. Puis j'ai eu un malaise. clair. Sérieusement, j'ai eu un malaise en Ok. l'écrivant. J'ai fait quand je m'en vais-tu donner cette information-là. T'es- Qu'est-ce qu'ils vont passer? On est rendu là, pareil. Non, mais c'est clair que présentement, t'es fiché à quelque part Ah oui. au niveau des services secrets canadiens, c'est sûr et Oui, mais certain. peut-être qu'elle est une espionne russe. On le sait pas. On le sait pas. Comme Kim Philby était un espion britannique qui est un agent double pour la Russie. C'est un vrai personnage réel. Là. Mais là, Ok. on a parlé d'espionnage toute la soirée. On est tous fichés, là. Ah, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr, mais si on est écouté par tout le monde de la CIA, ça va faire monter le compteur un peu. Ouais, ce serait le fun, ça. En tout cas, demain matin, si on voit nos chiffres, quand on va le mettre en ligne, si on voit nos chiffres qui ont augmenté drastiquement, on va se dire, oh, Oh, on va parler plus souvent Ouais, il y d'espionnage. avait Ouais. comme... Épisode 2, CIA. ou bien c'est c'est quoi le sigle des services secrets canadiens? Je pense qu'ils ont un truc C'est- super long. t'as la GRC. Ouais, mais ils ont un sigle Il y en a. SA quelque chose, Oh boy, ça, là, c'est quelque chose. SDA, Je sais pas, ils ont un sigle très long là, pour les services secrets Ah. canadiens. Là. On va. C'est bon. Joël va faire une ouais, recherche faire une là-dessus. recherche. Je te laisse faire. Moi, de toute façon, je suis déjà fiché. Fait que, Bon. tu sais, moi, quand je fais des recherches à la bibliothèque, c'est sûr que Ben quand oui. c'est Ouais. clair. là. Mais ça, là, ces mots-clés-là, nous, on les utilise. Hein. Mhm. Tu sais, je veux dire, quand tu as un historique d'emprunteur, par exemple, Mhm. puis c'est pas des farces, là, c'est réel. Là. Ce que je vous dis là, c'est réel. Là. Moi, quand je vais dans un historique d'emprunteur, puis que je regarde ce que la personne a emprunté, des livres dans les 3 dernières années, Mhm. je sais qu'est-ce qu'elle a emprunté, je sais qu'est-ce qu'elle a lu, on pense, je sais qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche. Ben, ça me piste sur savoir qu'est-ce que je peux Même lui proposer. même les recherches. Ben oui, ça me piste sur ce que je peux lui Fait que proposer. finalement, t'es comme une carte fidélité de la Ben, SAQ. c'est clair. OK. C'est clair. Je veux dire, si je vois que la personne a Même emprunté les recherches, je pensais pas. 7 BD, mettons, là, Mhm. la prochaine fois que je vais le voir, cette personne-là, ben, je vais lui dire, hey, j'aurais peut-être quelque chose à te proposer, j'ai vu. Mhm. C'est ça l'idée en partant. L'idée, c'est ça. Mais Mhm. maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que tu Ah fais ouais. avec Ah, cette c'est idée-là. Et c'est là que Snowden, quand il a sorti des affaires, tu te disais, ben oui, à la base, c'était pour protéger le pays du terroriste. Mhm. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça. Là. C'est Je veux ça. dire, là, c'est all the way tout le monde. Là. Je veux dire, ça m'a donné. T'avais beau C'est te ça. dire, j'ai rien à cacher, mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand même plate. Là. C'est ça. Moi, si à tous les jours, je télécharge des plans pour imprimer des armes en 3D,
Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui retontisse ici à un moment donné. C'est le concept de tout ça. C'est de la prévention, mais qui peut déborder. Hein, puis c'est de l'espionnage. Hein. On n'a pas parlé de l'espionnage industriel aussi. Toi, tu travailles dans les industries, je veux dire. On n'a pas le droit de montrer nos plans. S'il y a des gens qui viennent visiter, il faut qu'on cache nos plans. On n'a pas le droit de prendre de photos, de photos des pièces qu'on fait. Parce que c'est leur pain puis leur beurre. Moi, je vais visiter l'usine avec mon téléphone puis je commence à prendre des photos des plans. Je peux les revendre, je peux les envoyer à la concurrence. Tu sais, c'est tout. Il y a du monde qui travaille là-dedans. Il y a des gens qui sont engagés dans les ça se voit dans le domaine des gens qui quittent une compagnie, puis avant de partir, pour le concurrent, ramassent toute la paperasse. Puis on a déjà vu ça pour vrai. C'est ça, mais ça, c'est en cours direct. Ça. À moins que tu n'aies pas signé d'entente de confidentialité. Ouais, mais quand c'est... Là, on déborde un peu, là, mais quand c'est quelque chose que tu as fait dans le cadre de ton travail appartient à l'employeur. OK, oui. C'est ça. On déborde, mais ça fait partie de tout ce qui est l'espionnage industriel. Parce qu'il y en a qui partent en disant hey, « c'est moi qui ai fait ça ». Ça t'appartient pas. Non, ça t'appartient pas. Non, tu l'as fait pendant ton travail, donc ça appartient à ton employeur. C'est ça. C'est un peu la même chose. On a fait un podcast sur Barbie il n'y a pas si longtemps. C'est la même chose qui est arrivée avec Bratz. Ouais. Quand ils ont prouvé que les Bratz ont été créés alors qu'ils travaillaient pour Mattel, ça a été fini, les Bratz. Ouais. C'est un sujet passionnant. Absolument. Absolument passionnant. Et tellement de livres à lire, tellement de jeux à jouer, tellement d'émissions à écouter aussi. 2 films à rajouter. Là. Honnêtement, là, Spice Game de Tony Scott avec Robert Redford puis Brad Pitt qui nous demande le recrutement d'un agent de la CIA. Le Robert Redford, c'est un agent qui part à la retraite. Et puis, c'est lui qui a recruté Brad Pitt. Et ça commence avec le Brad Pitt qui est capturé par les Chinois, je crois. Puis, la dernière mission de Robert Redford, ça va être de le faire sortir de là. Mais là, les agents de la CIA veut d'abord savoir s'il va parler, bien entendu, parce que c'est un agent qui a été capturé. Et là, on voit on voit comment il l'a recruté, comment ça s'est fait. À la base, c'est un journaliste de terrain, un journaliste de guerre. Et puis, il a été approché par Robert Redford. Puis le personnage, et tu le vois vraiment comment il est allé chercher pour lui dire regarde ce que tu fais, t'es bon, tu pourrais en faire plus pour ton pays. Ça commence comme ça, là. Puis après ça, tu le vois vraiment rentrer dans la machine, puis là, devenir un agent, se rapprocher de certaines personnes, aller tranquillement, faire tout ça, d'utiliser sa couverture, parce qu'on a de journalistes pour aller dans des pays en guerre, pour aller chercher des informations. Et on va suivre là, toutes les étapes de la mission du personnage de Robert Redford qui va de sortir son ami de là, dans le fond. Tout en étant surveillé par ses patrons qui pensent peut-être qu'ils vont parler, puis peut-être que lui également est là-dedans. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui fait confiance à personne dans ce milieu-là. Même ton patron, il sait que tu es un agent secret. Il n'y a pas personne qui fait confiance à personne. Là-dedans, tu le vois, là, clairement. Là, tout le monde est suspicieux. Alors, ton boss te check. Toi, tu check l'autre, tu check l'autre, tu check l'autre, tu check. Tout le monde se check. Fait que c'est comme... moi, je serais pas capable de vivre là-dedans. Dans ce monde-là, je capoterais, là, honnêtement. Là. Puis, petit dernier, écoute, ça s'appelle Sneakers. C'est un film des années 90. C'est Les Experts. J'ai vu ce titre-là passer, puis ça me disait rien. Avec Robert Redford également. Alors, là, c'est une équipe un peu de... style Mission Impossible. Sauf que c'est beaucoup plus axé sur la réalité. Alors, t'as quelqu'un qui est un ancien hacker... t'as quelqu'un qui est un peu plus technicien, ainsi de suite, puis ils vont avoir affaire à récupérer une boîte qui permettrait de décoder tous les codes existants. Alors c'est une genre de boîte magique, puis que tu vas sur le site des banques, tu fais clic, puis tout est décodé, puis tac, t'as toutes les informations. Et puis à un moment donné, le personnage de Robert Redford, encore, je suis dans Robert Redford ce soir, lui demande aux agents de la CIA, il dit est-ce qu'elle fonctionne la boîte? Tu sais, je dis ça se peut-tu une boîte comme ça? Puis le gars il dit on s'en sac, là, on s'en fout, là, que ça marche pas, là. Je dis récupère-la, puis ta job c'est ça, là. Puis que ça marche ou que ça fonctionne pas, là. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème, puis tu le sauras pas. Pose pas trop de questions. Fait, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, hein, le côté de
d'en savoir toujours un petit peu. Mais qui sait vraiment tout, on le sait pas. Hein. C'est qui le grand boss qui sait tout. Je pense qu'il n'y a pas personne dans ce monde-là qui sait tout. Hein. Okay. Même le président, qui normalement devrait, mettons le président des États-Unis, qui devrait être comme le chef, là, j'ai l'impression que même lui, il doit avoir des trucs qui lui sont cachés. Là. Probablement. Tu parlais de hacker, Mr. Robot. Mr. Robot, c'est de l'espionnage. Faire du hacking, c'est de l'espionnage. OK. Mais de là à dire que c'est un agent secret, c'est peut-être pas un agent secret, c'est plus un agent du chaos, je te dirais, en tant que tel. Là, parce qu'il se cherche tout le long de la série. De toute façon, il sait pas même pas qui il est lui-même. Là, parce que c'est un genre de schizophrène, dans le fond, le personnage. Là, mais je pense que chaque hacker a un petit côté agent secret en tant que tel, d'espion plus. Là. Parce que c'est dans le fond, c'est que tu vas chercher de l'information en quelque part, puis après ça, comme Lisbeth Salander, par exemple, c'est clairement une espionne. Je veux dire, elle travaille pour une compagnie de sécurité qui est là pour sécuriser les gens, mais elle a un double emploi d'aller chercher des informations. Fait qu'elle rentre dans ta vie, elle va te chercher les informations, elle monte un dossier contre toi, puis après ça, ben, elle le vend au plus offrant. Je veux dire, c'est comme un dossier qui peut être utilisé contre toi. Bon, c'est sûr qu'un dossier, mon dossier, c'est pas important, mais mettons, prend un être important, elle va tout chercher tous les petits squelettes dans le placard, puis après ça, ben là, c'est là que tu peux faire chanter les gens. C'est là pour dire, en 1980, t'as fait ça, c'était illégal. Tu travailles pas avec nous autres, on le sort sur la place publique, t'es foutu. L'information, c'est le nerf de la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure. On sait maintenant que Joël a fait des recherches sur l'empoisonnement par les Russes. Et voilà. Alors, quand tu sais les choses, qu'est-ce qui était le plus important dans la première guerre, dans la deuxième guerre? C'était ça, c'était le contrôle de l'information. C'était de savoir où ce que les gens allaient frapper avant. C'est là, d'ailleurs, que tout le réseau d'espionnage se sont développés dans les grandes guerres. Parce qu'au départ, c'était vraiment très, très embryonnaire. Puis les guerres ont permis de développer ces réseaux-là d'espionnage puis de contre-espionnage. Puis après ça, la guerre froide aussi, ça a beaucoup aidé. La guerre du Vietnam, je peux pas te dire s'il y a eu beaucoup d'espionnage en Vietnam. Là, sûrement aussi. Là. Je veux dire, un assassin, c'est un agent secret, sûrement aussi? Peut-être. En tout cas, ça mériterait un niveau 2. Ah, c'est clair. Hein? Parce que, encore une fois, on a juste gratté la surface. C'est épouvantable. On va y aller avec les ça m'allume, ça m'éteint. Vas-y donc. Moi, j'en ai rien qu'un, mais j'en ai tout un. OK. Non, c'est pas vrai. J'en ai plusieurs, mais je vais en faire rien qu'un. Écoute, on parle d'agents secrets. Varro, qui est un auteur de Rimouski, alors c'est juste à côté de nous autres, un auteur de BD, un dessinateur, scénariste de BD, qui vient de sortir une BD qui s'appelle L'espion de trop, avec Frédéric Antoine qui l'a scénarisé. Et là, on suit réellement une histoire d'espionnage qui s'est passée à New Caroline. Alors, on le sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des sous-marins U-boat qui sont venus dans le fleuve. Ils sont même venus couler des bateaux. Ils sont venus très très proches de nos côtes. Alors la guerre est venue très proche. Et là, on va suivre vraiment un agent secret qui s'appelle Werner von Jaunski, qui est un agent secret allemand qui a été engagé pour venir faire de l'espionnage au Canada, qui était censé venir vérifier la construction d'un nouveau bombardier. Okay. Alors lui, il a été engagé par les services secrets allemands pour ça. Alors il est parti dans un sous-marin U-boat, il est arrivé à New Caroline et son histoire d'espionnage a duré à peu près 3 jours. Écoute, dans l'histoire, il y a comme 2 hypothèses. La première hypothèse nous dit que c'était vraiment un espion pourri qui était absolument horrible. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait eu une guerre de pouvoir au niveau de l'espionnage allemand. Et il aurait été un peu comme sacrifié pour faire gagner cette guerre-là. Écoute, il arrive à New Caroline, il a passé quelques mois dans le sous-marin, il sent le diesel. Les gens sont déjà au courant qu'il y a des espions puis qu'il y a des sous-marins. Il arrive là. Déjà là, il part avec une prise. Le monde le sent. Il dit, il paye avec un billet qui est plus court au Canada. Il est censé rencontrer quelqu'un qui reste à Montréal, mais qui est en prison depuis 2 ans. Tu sais, tous les éléments font en sorte que tu te dis, c'est le James Bond, mais pourri, là. Mais le scénariste est allé vraiment dans la deuxième hypothèse, où ce que il nous le démontre plutôt comme quelqu'un qui était quand même doué, un peu rebelle au niveau de l'armée allemande, un coureur de jupons un peu, parce qu'à l'intérieur de ça, il va mettre un petit peu de romance, c'est correct, c'est romancé, c'est de la BD, c'est pas un documentaire. Et puis
il va arriver, puis c'est là, on voit vraiment que ça serait une guerre de pouvoir entre deux organismes qui fait en sorte qu'ils vont faire capoter sa mission. Et ce personnage-là, c'est un personnage historique. Là. Il existait dans ce personnage-là. Là. Après ça, il a été pris par la GRC. Après ça, il est allé en Angleterre. Il est devenu un agent également, mais il n'a rien amené parce qu'il savait rien. C'est très, très... c'est une histoire complètement rocambolesque. Mais une histoire qui est arrivée à New Caroline, c'est pas très loin d'ici, là, New Caroline. Là. Je veux dire, on n'est pas à 8000 km. Là. Puis c'est arrivé proche de nous. Et à la fin, il y a un cahier historique qui explique réellement tous les faits historiques, des photos avec des... c'est super bien fait. Une BD vraiment québécoise qui parle d'espionnage, qui vient tout juste de sortir. C'est... Varro, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le réalisme au niveau des dessins. Il est toujours aussi bon. Ça a été un de nos premiers dessinateurs québécois qui s'est exilé en Europe il y a fort longtemps. Il a fait ses études à Rivière-du-Loup d'ailleurs en graphisme. Varro. Alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses décors. Il fait beaucoup de recherches au niveau des bâtiments historiques, au niveau des sous-marins, au niveau des mouvements. C'est quelqu'un qui va travailler beaucoup. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour faire une BD. C'est pas quelqu'un qui va sortir une BD en 3 mois. L'Espion de trop, je pense que ça a pris 1 an, peut-être plus à faire. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de précision au niveau de son dessin. C'est super bien fait. Honnêtement, si vous avez cette chance-là, allez prendre ça à votre bibliothèque ou allez l'acheter. Premièrement, vous encouragez deux artistes québécois en BD. BD de genre qui n'est pas excessivement bien représenté en BD québécoise. Je l'ai déjà dit, on parle beaucoup des BD d'auteur, mais il y a des belles BD de genre. Ça, c'est une BD plus de genre. Genre historique, mélangé avec la fiction. Il y a un peu d'action également à l'intérieur de ça, un peu de romance, un peu d'érotisme également. On a vu Varro travailler un peu sur l'érotisme. C'est la première fois qu'on le voyait faire ça. Ma foi, il le fait très bien. C'est super belle BD. Honnête, là, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Faut vraiment aller lire ça. Et c'est typiquement dans le thème d'aujourd'hui, l'espion de trop. Ben oui. Alors, la guerre, elle était vraiment proche de nous. Hein, je veux dire, des sous-marins dans le fleuve, là. Il y en a, là. Il y en a eu, là. C'est des U-boats, là, des sous-marins allemands qui coulaient des bateaux, là. Il y en a eu dans le fleuve Saint-Laurent, là. C'est à côté de nous autres, là. Nous, on n'a pas vécu ça, mais je suis sûr qu'il y a des gens dans notre famille qui ont vécu cette partie-là de l'histoire, cette crainte-là. Parce que oui, c'était une crainte. Tu le vois vraiment que les gens avaient peur qu'il y avait des espions qui viennent, puis ils avaient peur que leur bateau soit coulé. Puis c'est vraiment impressionnant de voir qu'ils sont venus si proches de ça, de nous, puis qu'on n'avait pas la capacité de les repérer. Il n'y avait pas de sonore, il n'y avait pas de radar dans ce temps-là. Là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Un pan de l'histoire, alors une belle fiction, historique fiction. C'est mon seul Samalume que j'avais, mais c'était un gros Samalume. Très gros Samalume. Moi aussi, j'ai eu un Samalume cette semaine quand j'ai vu la nouvelle à l'effet que les frères Rousseau s'embarquaient dans une série animée pour Magic the Gathering sur Netflix. Bon, c'est sûr que on n'a pas de date, on n'a rien. Là, c'est comme go, on a commencé. Là. On n'a pas de bande-annonce ou quoi que ce soit. Mais ça, je pense que s'il y a des individus qui sont capables de faire ressortir ce qui fait qu'on aime quelque chose, c'est eux autres. Oui. OK? Moi, là, c'est les 4 films Marvel qu'ils ont fait. Ils ont fait... Avengers. Avengers, c'est Josh Whedon. C'est ça. Captain America, le soldat d'hiver. Ils ont fait Civil War, puis ils ont fait les 2 derniers Avengers. Il me semble que c'est les 4 qu'ils ont fait. J'avais l'impression à chaque fois de lire une BD que j'avais jamais lue. C'est vrai. Okay? De la façon que c'est des BD à l'écran. Donc, si on est capable de faire la même chose avec Magic the Gathering dans une série animée, ben moi je pense que ça peut juste être gagnant, parce que des fans de Magic, pour le commun des mortels, là, je pense qu'il y en a pas mal plus qui pensent. Des fans de Magic, ça se compte par millions dans le monde. Oui, non, c'est sûr. On n'a pas idée à quel point ce jeu-là est encore populaire. Oui. C'est sûr que maintenant, comme
Jaco, François Dauteuil nous expliquait le jeu est peut-être passé plus au niveau du numérique, mais il y a encore des gens qui jouent avec des cartes physiques. C'est encore très populaire, il en sort encore. Aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui jouent à ça, c'est par millions. Puis c'est encore très, très... Wizard of Coast, là, qui ont cette compagnie-là, qui ont les cartes, là, font beaucoup d'argent avec Magic. Oui, absolument. C'est encore leur pain puis leur beurre. Là. Je me suis rendu compte aussi cette semaine qu'il y avait quelque chose qui me gossait. Donc, c'est pas un ça m'éteint, c'est peut-être plus un ça me gosse. C'est quand la nouvelle est sortie concernant les nouveaux romans Harry Potter de J.K. Rowling. Bon, avant que je sache qu'est-ce que c'était, je me suis dit, est finie l'histoire de Harry Potter, là. Est finie, OK? Puis là, vous commencez à me connaître un peu, là. Moi, quand il y a une histoire qui commence, je veux que ça avance, OK? Puis quand c'est fini, c'est fini, OK? Amenez-moi pas un film de Black Widow quand elle est morte, OK? C'est un préquel. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je dis, là, c'est moi. Sauf que j'ai découvert que les romans en question, ça va être des livres électroniques basés un peu presque des manuels scolaires de Poudlard. Sur les potions, il y en a un autre sur les... Il avait déjà fait ça avec les créatures fantastiques. Puis les contes de Beedle le Barde. C'est ça. Ce serait un peu comme ça. Il développe son univers... elle développe son univers parallèle, son univers étendu. C'est ça. Mais ce que ça m'a donné comme feeling au départ, ça m'a justement amené à mon Sam Goss, les affaires qui tournent en rond. OK? Mais comme je vous l'ai dit, c'est très personnel. C'est que là, t'as, mettons, là, l'histoire centrale. La chose sur laquelle tout le monde a trippé. Bon, on va faire quelque chose qui se passe... on va faire quelque chose qui se passe un peu après. Puis là, après ça, on va faire quelque chose qui se passe un peu avant. Puis après ça, on va faire d'autres histoires qui se passent à peu près en même temps, mais pas à même place. Puis ça tourne autour, puis c'est bourré de références à l'élément central. Ça m'énerve. C'est un peu le feeling que j'avais eu quand j'avais été voir le premier film de créatures fantastiques, que j'avais l'impression qu'on étirait la confiture un peu. Okay. Là, mais avec le deuxième, ça s'est plus replacé. Tu sais, là, t'arrives comme dans... C'est encore l'univers d'Harry Potter, mais un autre histoire carrément. Fait que, à ce niveau-là, ça s'est placé, mais c'est vrai que c'est gossant de tout le temps vouloir presser le citron au maximum. Que je l'ai dit en pré-show concernant Halloween, le plus récent, c'est un peu ça que ça m'a donné comme impression. C'est que on te ramène une nouvelle histoire pour te rappeler de la première, comment t'aimais donc ça, là. OK? Ça m'énerve un petit peu. Puis je parlais de dessin animé sur Netflix tantôt. On va sortir un dessin animé de Jurassic World. OK? Bon, c'est une bonne idée, mais ça va se passer sur l'île de Isla Nublar, dans un camp de vacances qui serait comme à côté du... Elle a explosé, l'île! OK? Elle n'est plus là, l'île. Faites autre chose. C'est fini. Que ça se passe avant qu'elle je sais, mais bon, regarde. Je te taquine. Mais c'est moi. Je sais qu'il y a un public pour ça. Regarde, ça marche au bout, mais moi, ça me gosse. Souvent, je prends l'exemple de Torgal, par exemple. Parce que tu as la série principale de Torgal qui continue, et puis tu as des séries parallèles à côté qui sont là pour développer l'univers. Je pense qu'il y a une forme d'exploitation de l'univers à l'intérieur de tout ça. C'est sûr que les éditeurs, eux, vont voir le côté monétaire à ça, parce qu'ils sont pas fous. Il n'y a pas personne ici qui va nous faire croire que les gens font pas des BD pour faire de l'argent. Là. C'est majoritairement, tu veux vivre de ton art. Quand tu écris, tu espères que ton livre va se vendre pour en vivre un peu. Mais... Les artistes à l'intérieur de tout ça, ce que ça leur permet également, c'est de développer cet univers-là. Oui, mais moi, je te parle pas de développement d'univers. Je te parle vraiment là de développement du noyau. Okay? Ouais. Comme si on prend Walking Dead, il y a une série qui se poursuit, il y a d'autres séries parallèles. Ouais. Toi, tu me parles de Torgal. C'est pas comme si Torgal, ça avait été 3 numéros vendus à 50 millions d'exemplaires, que là... on fait l'histoire du fils de Torgal parce qu'on l'a vu dans l'épisode 1 de... Ça, c'est on doit pas être le public pour ces affaires-là. Ben, parce que, non, mais moi, c'est sûr que non. Parce que s'ils le font, c'est parce que ça se vend. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est juste que j'ai constaté ça cette semaine. Mais
ça me gossait bien avant, mais je m'en rendais pas compte. Joël, toi? Ouais, moi j'ai un Ça m'allume cette semaine. En pré-show, tantôt, je vous ai parlé de la lecture que je suis en train de faire qui s'appelle Déviance par Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge. Et puis, Stéphanie Sylvain, je vous en avais déjà parlé dans un autre Ça m'allume, je pense, l'année dernière. C'est elle qui a écrit Le Roi des Ombres, qui est une histoire fantastique qui se passe en Espagne médiévale, dans le royaume de Navarre. C'était un très bon livre. Puis Stéphanie, elle a fait énormément de recherches pour être capable d'être fidèle à cette époque-là, à ces lieux-là. Puis, tu sais, elle a fait ses recherches là à distance. Mm-hmm. Et puis là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est qu'elle est rendue là-bas, en Espagne. Je sais pas là, si elle est encore rendue en Espagne, mais elle fait le trajet entre la France puis l'Espagne, en fait. Okay. Elle fait le trajet que son héros, dans son livre, a fait. Puis, elle met ça sur son blog. À chaque jour, elle tient comme un journal de bord. Puis, elle nous partage ses impressions. Fait qu'elle est vraiment sur les traces de son personnage en Espagne. Je trouve ça vraiment beau comme projet. Puis, je la suis sur son blog, sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook d'auteur ou ben non, sur son compte Instagram. Elle met tout le temps ses mises à jour. Puis, on peut aller voir son blog à partir de là. Puis, c'est ça qui m'allume ces temps-ci. Là. J'aime beaucoup ça, suivre ses traces, qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur l'autre continent. Okay. Puis, je trouve que c'est un beau projet, puis ça m'allume. La recherche de terrain. Sur le terrain. Ouais. Mais t'es-tu en train de prendre des notes pour tes prochaines vacances? Pour mes prochaines vacances, non. En fait, elle m'a dit que c'était moi qui l'avais inspiré avec mon voyage que j'avais fait l'année passée. Bon. Parce que moi aussi, je partageais ça sur Instagram, puis elle me suivait. Puis c'est ça, elle disait que j'y avais donné l'idée, puis ça faisait longtemps qu'elle voulait suivre les traces de son personnage, justement. Fait qu'elle s'est lancée dans l'aventure. Fait que je trouve ça vraiment hot qu'on s'interpelle une et l'autre comme ça, qu'on s'influence une et l'autre comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. Ben oui. Hey, dans 2 semaines, ça paraît pas vite de même, mais dans 2 semaines, on est exactement à l'été. Oui, Okay, au prochain podcast, là, ça va être la journée de l'arrivée de l'été. Oh! Si on sort dehors tantôt, on n'aura pas cette impression-là. Là. Non, pas vraiment, non. Mais peut-être que dans 2 semaines, ça va paraître. Puis on va avoir un thème quand même. Ben, la façon d'aborder notre thème est très estivale. Oui. Le prochain thème est Histoire de feu de camp ou, entre parenthèses, Légende niveau 1. Contes et légendes. Contes et légendes niveau 1. Il me semble que ça va être le fun. Il faut rien que trouver un nom là, qui va fitter. Contes et légendes au coin du feu. Non, mais moi j'appelle ça Histoire de feu de camp. Histoire de feu de camp, parfait. Non, c'est Histoire de feu de camp. Là. C'est also known as Contes et légendes niveau 1. Histoire du fantôme blanc dans Passe-Partout. Oh! Hey, moi, j'ai déjà eu à raconter une légende. Puis, Joël, t'étais peut-être là quand j'ai eu à raconter une légende devant public, là. Puis c'était quoi? C'était-tu le rocher à Kamouraska? Ça se peut-tu? Non, le rocher est à Trois-Pistoles. Est-ce que tu as conté l'histoire des Monadnock au Kamouraska? Non. C'est-tu toi qui as conté ça? Non, moi, c'était un cheval noir qui fonçait dans un rocher. C'est à Trois-Pistoles. C'est à Trois-Pistoles, ça? Bon, ben c'était cette légende-là que je racontais. Mais dans quelles circonstances que tu as fait ça? C'était... au Club Oratoire. C'est ça, c'était un projet de lecture expressive. Il fallait raconter une légende. Mais ça fait longtemps, ça? Ça doit faire... 10, peut-être une dizaine d'années. Ouais. Peut-être étais là? Oui, ben oui, on se connaît On s'est connus dans ce temps-là. Depuis les calendes grecques. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc t'es pas si vieux que ça, quand même. Il faudrait que je trouve mes notes sur la façon de raconter une légende. Oui, puis ça serait très utile. Je pourrais peut-être tenter. Est-ce qu'on se met au défi de se prendre une légende chaque puis de la raconter? Et tabarouette, faut en trouver une courte. Une courte légende. On peut essayer. Ça peut être une légende québécoise, scandinave, on peut essayer. N'importe quoi. Là. On peut essayer. Chacun prend une légende puis la raconte. Ou on peut peut-être se trouver un conteur aussi. Bon, on prendra un conteur, mais on se raconte toute une légende. Toute Okay. la gang. On passe l'épisode à se raconter des légendes. OK. Histoire autour du feu. Prochain épisode. On fait ça autour d'un feu. On va essayer. On peut essayer. On est capable d'enregistrer dehors. On est équipé pour enregistrer dehors. Je lance des défis aujourd'hui. Je suis pas sûr, je t'équipe en feu, là. Ça se règle. On pourra régler ça. Continuez de nous suivre sur nos diverses plateformes ou sur podcastdescrinqués.website et à bientôt.